Merci. Alors on va donc démarrer notre dernière table ronde sur l'énergie et la vie. Et je vais passer la parole à Jean-Michel Guillardet, ancien grand maître du Grand Orient de France, qui a accepté de jouer le rôle de modérateur dans cette table ronde. Jean-Michel. Merci. Je ne sais pas si je vais être un bon modérateur. Pour être un bon modérateur, il faut être relativement modéré. Mais quelquefois, il faut savoir aussi, dans des engagements fondamentaux pour l'être humain, avoir de la passion. Donc on va essayer d'être à la fois modéré, passionné et donc modérateur. Je suis, en ce qui me concerne, un petit peu gêné d'être là parce que, je vais vous faire une confidence, je suis un converti. Il est vrai qu'il y a quelques années, je ne m'intéressais pas beaucoup aux questions de l'écologie. J'étais de ceux qui pensaient que l'industrie nucléaire, après tout, c'était une industrie qui marchait fort bien en France et lui donnait une certaine indépendance énergétique. Je pensais que les transitions énergétiques pourraient poser beaucoup de problèmes, ça a été évoqué tout à l'heure, de suppression d'emplois, etc., etc. Et puis, je suis franc-maçon, donc le franc-maçon, il essaie d'apprendre à se transformer lui-même. L'âge venant aussi, et peut-être parce que je suis depuis peu grand-père, j'ai constaté en effet qu'on ne pouvait pas laisser à nos enfants, en ce qui me concerne, à nos petits-enfants, la terre telle qu'elle est. Et que l'enjeu écologique est devenu un enjeu fondamental et un enjeu effectivement, et c'est l'objet de cette table ronde aujourd'hui, un enjeu humain. Et comme vous le savez, les francs-maçons, et en particulier les francs-maçons du Grand Orient de France, nous sommes, pour reprendre la belle phrase de Montaigne, porteurs de l'humaine condition. Et c'est bien l'humaine condition, la condition humaine, qui est en jeu dans tous ces débats, dans toutes ces questions dont vous avez débattu tout au long de cette journée. C'est un engagement qui est assez nouveau également pour notre obédience, le Grand Orient de France, et pour les francs-maçons en règle générale, puisque la Commission nationale de développement durable qui organise pour le compte du Grand Orient cette journée n'a été au fond installée, constituée, créée que, je crois, dans l'année 2007. J'étais grand maître du Grand Orient de France et néanmoins j'ai accepté tout de suite, même si à l'époque j'étais moins motivé que je ne le suis aujourd'hui, j'ai accepté tout de suite que cette commission puisse être une commission permanente et une commission nationale. C'est dire que nous avons encore beaucoup de travail à effectuer, nous autres francs-maçons. Nous travaillons beaucoup sur les questions de bioéthique, nous travaillons beaucoup sur les questions de la laïcité, et cela fait partie de notre patrimoine génétique, de notre patrimoine historique. Il faut en effet que ces questions de transition énergétique, de ces questions écologiques par rapport à la question de l'humanisme deviennent en effet, rentrent dans ce patrimoine qui est le nôtre depuis aujourd'hui plusieurs siècles. Dans les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau, il y a l'une de ces promenades qui est consacrée à la nature. Et Jean-Jacques Rousseau, avec son style très beau, explique qu'il y a quelquefois une relation fusionnelle entre l'homme et la nature. Et que regarder, s'imprégner d'un paysage, s'imprégner d'un coucher de soleil, s'imprégner d'une montagne, de la neige qui tombe, etc., etc., permettait à l'être humain une grande joie, un grand bonheur, une véritable jouissance saine, un plaisir, et que on se sentait encore plus homme et humain dans cette relation avec la nature. Mais l'on sait aussi que la nature a été tellement et tellement maltraitée par l'être humain, et que parce que maltraitée par l'être humain, la nature aujourd'hui peut maltraiter le genre humain. On le voit avec les questions du réchauffement climatique, on le voit avec les questions aussi des inondations qui malheureusement atteignent des pauvres gens qui n'ont plus de maison. On le voit aussi avec la sécheresse, cette terrible sécheresse, notamment dans le continent africain. Et par conséquent, beaucoup l'ont dit déjà, et il faut le répéter, cette nature, il faut non seulement la maîtriser, mais il faut éviter en effet que cette nature, et par conséquent la nature humaine elle-même, puisse être à nouveau maltraitée. Et je crois, pour ouvrir le débat, que nous avons devant nous plusieurs grands défis. Il y a d'abord un défi économique.
car je crois qu'on ne peut pas séparer ces questions écologiques de la question économique. Nous sommes dans une société où l'argent règne, excusez-moi l'expression, où le fric est la dominance du monde. Et on le voit aujourd'hui encore avec les discussions internationales. Et cet argent-là, il est en train naturellement de déprécier la nature humaine, de déprécier la condition humaine. Le défi économique par rapport au défi écologique, c'est de constater que une partie de la nature, une partie de la condition humaine est complètement abîmée par cette notion de rentabilité. Pourquoi les agriculteurs utilisent-ils des produits qui sont aujourd'hui extrêmement néfastes à l'évolution de notre climat, à l'évolution de notre nature, à l'évolution de nos paysages? Tout simplement pour que leurs terres soient rentables et que les marchés ainsi puissent prospérer. Et donc, face à cette question économique, et quand on parle je parlais de la sécheresse en Afrique, eh bien, la sécheresse en Afrique, elle est due par, effectivement, un certain nombre d'entreprises, de multinationales, qui dessèchent la terre, qui dessèchent les êtres humains dans cette partie du monde et dans ce continent en particulier. Et par conséquent, il nous faudra bien, si l'on veut arriver à cette transition énergétique, si l'on veut arriver à cette éthique écologique en France et dans le monde, il nous faudra bien procéder à une transformation totale de nos schémas, de notre intelligence et de nos méthodes économiques. On parle souvent ici, au Grand Orient de France, de la séparation des églises et de l'État. Il faut revenir à une autre forme de séparation, la séparation de l'économique et de l'humain. Non plus l'humain au service de l'économique, mais l'économique au service de l'humain. C'est un grand défi. Je n'ai pas de solution, je n'ai pas de réponse. Je ne suis pas pour l'égalitarisme, je suis pour la réduction des inégalités, je suis pour l'égalité. C'est l'objectif qui figure dans nos textes d'une obédience comme la nôtre pour une société plus juste, plus fraternelle, plus humaine. Mais nous ne pourrons pas avoir une société plus humaine et par conséquent une société plus écologique si nous ne nous interrogeons pas sur cette transformation économique, sur cette révolution économique. Les révolutions, ça part toujours bien, mais ça se termine souvent mal. La révolution de 1789 se termine par la dictature robespierriste et le bonapartisme. La révolution de 1848 se termine par le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, et la révolution russe commence par la révolution démocratique avec Kerensky et se termine avec le stalinisme. Alors, il ne faudrait pas en effet que notre révolution économique et écologique aboutisse à de telles extrémités. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un deuxième défi, qui est le défi de la science. Oui, la science a été longtemps un élément fondamental du progrès. Nous avons des vies beaucoup plus autonomes par rapport à un certain nombre de fatalités. Nous avons des conditions de vie qui ne sont plus celles de nos ancêtres du XIXe siècle, grâce à la science, grâce au progrès. Mais il est vrai aussi que l'on s'aperçoit aujourd'hui que la science, que le progrès peut être mortifère, et que par conséquent, nous avons là aussi, à l'égard de la science, une éthique qui doit naturellement, comme la bioéthique, une écolo-éthique qui doit être mise en place. Et puis il y a aussi dans la science cette question qui est peut-être une crise du savoir, une crise du fait. Il y a des faits, et pour autant ces faits sont dénoncés, quelquefois même par des scientifiques. Comment se fait-il qu'il y ait encore, sur le réchauffement climatique, des professeurs éminents qui nous disent que le réchauffement climatique, ça n'existe pas, que le réchauffement climatique, c'est une vieille lune? Il y a donc un problème qui se pose au regard de la science, de revenir peut-être à la rationalité, de revenir à la réalité, de revenir aux faits et de faire très attention à toutes les idéologies qui deviennent très anti-scientifiques et par conséquent anti-humanistes. Et puis, le troisième et dernier défi, c'est évidemment, on en a parlé lors de la dernière table ronde, le défi politique. Je sais que Bernanos, je crois, disait « Je suis pessimiste de nature, mais optimiste par la volonté ». Est-ce que l'on peut être optimiste à l'égard du politique et de l'écologie aujourd'hui en Europe, en France et dans le monde? Mais s'il n'y a pas, effectivement, une véritable volonté politique de mettre en place cette transition énergétique, de mettre en place cette transition écologique,
ça n'aboutira pas. Si nous ne sommes pas capables, je m'adresse aux juristes qui sont un peu nombreux autour de cette table ronde, s'il n'y a pas, au même titre que la Cour pénale internationale, une cour internationale qui pourrait sanctionner les infractions écologiques, et je rends hommage à Corinne Lepage qui a initié cette déclaration universelle des droits humains, auquel naturellement il faut adhérer et qu'il faut développer. Si nous n'avons pas cette possibilité de créer cette juridiction, de créer ces juridictions et cette volonté politique de transformation du monde, de transformation de notre société, nous n'arriverons pas à grand-chose. Mais cela inclut, et je termine là-dessus, parce que nous autres formations, nous travaillons sur nous-mêmes. Et cela veut dire qu'il faut que nous acceptions un certain nombre de compromis dans nos propres vies, dans notre propre mode de vie. Si l'on veut une société plus écologique, plus humaine, plus fraternelle, il faudra bien que quelquefois on change notre mode de vie, qu'on arrive à un mode de vie peut-être plus simple. Vous savez, le beau vers de Verlaine, simple et tranquille, cette rumeur-là, cette paisible rumeur-là vient de la ville. Oui, une société un petit peu plus paisible, et cela veut dire qu'à un moment donné, on faudra que nous renoncions à un certain nombre de nos envies, à un certain nombre de nos plaisirs, à un certain nombre de nos désirs. Il faudra bien que nous prenions conscience qu'on devra nous-mêmes nous imposer l'intérêt général, cet intérêt général si malmené qui doit être aujourd'hui encore proclamé. On ne peut pas vivre dans une société, vivre dans un pacte, vivre dans un contrat associatif humain s'il n'y a pas cette notion d'intérêt général. Pour terminer, une anecdote très rapide. Je suis de ceux qui pensent que les éoliennes peut être un très bel instrument de la transition énergétique. Il se trouve que j'ai une maison de campagne. Et on m'apprend l'autre jour qu'on va peut-être mettre des éoliennes pas très loin de ma propriété. J'ai pas tellement envie. Est-ce que je vais combattre contre ces éoliennes ? C'est la question que je me pose, et c'est la question que chacun d'entre nous, nous devons nous poser face à ces petits défis du quotidien. Et ces petits défis du quotidien, eh bien, si on se rappelle simplement que nous sommes, nous autres francs-maçons, mais bien d'autres encore, porteurs de cette humaine condition, il faudra bien, peut-être, que j'accepte les éoliennes à côté de ma maison de campagne. Voilà donc cette présentation du débat. Je vais d'ores et déjà présenter donc nos amis ici présents. Valérie Cabane, qui est juriste internationale, qui pourra peut-être intervenir sur la question du droit international et de l'environnement. Gaël Giraud, vous avez, monsieur, un parcours intéressant, atypique, mais vous êtes ici pour nous parler de économie, innovation. Vous êtes chef économiste et directeur exécutif de la direction innovation, recherche et savoir de l'Agence française du développement. Et Nicolas Imbert, vous êtes directeur exécutif de Green Cross France, et naturellement Madame Lepage, qui est avocate et ancienne ministre de l'Environnement, qui aura certainement beaucoup de choses à nous dire. Je passe d'abord la parole à Valérie Cabane. Merci. Vous m'entendez ? Oui ? Bonjour, bonsoir presque. Hein, on n'entend pas fort. Hein. Ouais. Je ne peux vraiment pas faire plus près. Hein. Je vous remercie pour cette invitation. Grâce d'ailleurs à plusieurs formations que j'ai pu rencontrer dans des conférences en province, comme quoi il y a des connexions. Alors, je vais commencer par une allégorie qui est proposée par Bruno Latour, l'allégorie de la caverne de Platon. Il me semble aujourd'hui que nous sommes un petit peu enfermés dans la caverne, avec notre récit, avec nos utopies, avec nos idées, avec un grand I. Un récit, finalement, qui nous a conduit à penser le politique, penser le juridique, qui nous a conduit à le penser en fonction de références culturelles, en fonction de références religieuses. Et il est vrai que le monde occidental, les modernes, ont quelque part imposé un peu ce récit au reste du monde. Un récit qui s'est construit sur effectivement une utopie de la croissance, l'idée que le progrès était une manière de
s'affranchir en fait de notre condition de terrestre, c'est-à-dire finalement notre condition naturelle. Et aujourd'hui, on est face à un constat qui est le constat de la réalité, le constat scientifique. Alors, je pense que vous lisez les journaux, vous suivez les informations. Je vais quand même, parce que c'est moi qui prends la parole en premier, dresser un bilan de ce qui se passe, de façon à mieux saisir les enjeux et ce pourquoi, effectivement, je plaide aujourd'hui. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Alors aujourd'hui, simplement en Europe, nous avons perdu 42% des vertébrés et des plantes. Nous avons perdu 80% de la biomasse des insectes. Je vous rappelle que les insectes sont majoritairement des pollinisateurs. Nous avons perdu 30% des oiseaux dans nos campagnes. À l'échelle du monde, nous sommes entrés officiellement dans une 6e extinction des espèces. Extinction provoquée par les activités humaines. Le dernier rapport qui vient de sortir, je crois que c'était hier ou ce matin, nous démontre que, au vu du fait que nous ne limitons pas drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, parce que nous n'avons pas d'accord contraignant sur le climat, je dis bien contraignant, nous nous acheminons vers plus 4, plus 5 degrés. Les pôles sont en train de se disloquer. Le courant thermohalin, c'est-à-dire un courant qui climatise la Terre, qui part des pôles, qui circule vers le Pacifique et qui revient de manière à brasser les eaux chaudes et les eaux froides, est en train de s'arrêter. Les forêts équatoriales, qui sont une ceinture verte autour de la Terre et qui permettent d'éviter le rayonnement solaire trop puissant, sont déforestées à outrance. 30% de l'Amazonie. Vous avez peut-être vu circuler cette vidéo de cet orang-outan qui se bat contre une pelleteuse en Indonésie, du fait effectivement de l'exploitation de l'huile de palme qui détruit littéralement complètement ces forêts primaires. Au passage, je vous annonce, si vous ne le savez pas, que la France vient de signer un contrat pour continuer effectivement à produire des biocarburants à base d'huile de palme. Et depuis 2009, nous savons, par une équipe de chercheurs du Stockholm Resilience Center, que nous avons un espace, l'espace terrestre, qui ne peut être sécurisé que si nous ne dépassons pas certaines limites. Ils en ont comptabilisé 9. 2 sont fondamentales, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité. 2 autres auront déjà été franchis, en plus de ces 2 fondamentales. La modification d'usage des sols, c'est-à-dire que nous déforestons trop pour pouvoir préserver le climat et le cycle de l'eau. Et nous apportons trop d'azote et de phosphore dans les sols, du fait de rejets écotoxiques, qui est une autre limite, en particulier les pesticides, les fongicides, qui tuent la vie dans les sols, et donc nous sommes obligés de les enrichir, puisque nous avons abandonné les méthodes traditionnelles de culture, celles que nous avons apprises à l'école, avec jachère, rotation des sols, et animaux pour enrichir les sols. Nous avons choisi une culture extensive et intensive. Je ne vais pas m'étendre sur toutes ces limites planétaires, mais je veux que vous compreniez que nous sommes dans une situation où en 2100, la Terre est en train de risque de devenir inhabitable. Elle est tout simplement de plus en plus inhospitalière à l'homme. Et bien évidemment, de plus en plus inhospitalière à toutes les autres espèces vivantes. Et le questionnement qui se pose aujourd'hui, c'est comment se fait-il, en dehors effectivement de quelques climato-sceptiques qui sont quand même de moins en moins nombreux et qui ont été souvent payés pour l'être, comment se fait-il aujourd'hui que le politique n'arrive pas à intégrer ces faits scientifiques? Comment se fait-il aujourd'hui que l'intérêt général de l'humanité soit oublié au nom des intérêts économiques
selon un sacro-saint principe du droit international qui est la protection de notre souveraineté. Il y a là un récit donc qui mérite peut-être d'être repensé, reconsidéré. Et il est intéressant de voir que dans de nombreux pays du monde, depuis quelques années, des parlements, mais aussi des cours de justice, réalisent que si nous n'intégrons pas, si nous ne réintégrons pas la chaîne du vivant, si nous ne comprenons pas que nous devons aujourd'hui fonctionner selon une vision écosystémique, c'est-à-dire que toutes ces limites planétaires dont je vous ai parlé sont toutes intriquées les unes avec les autres, et tous les écosystèmes terrestres s'entraînent les uns les autres quand ils s'effondrent. Si nous ne comprenons pas que nous sommes un des éléments de cette nature, si nous oublions donc notre condition de terrestre, alors, bien évidemment, nous ne pourrons absolument pas garantir nos droits fondamentaux aux enfants à naître. Nous ne pourrons plus garantir le droit à l'eau, le droit à un air pur, le droit à l'alimentation, le droit à la santé, le droit à l'habitat. Et donc, depuis quelques années, je m'intéresse à ces jugements et à ces décisions parlementaires dans ces pays souvent inspirés, pas toujours, puisque ça se passe aussi aux États-Unis par exemple, par des peuples traditionnels. Ces peuples traditionnels ont une relation à la terre très particulière puisqu'ils ne considèrent pas que la terre leur appartient, ils considèrent qu'ils appartiennent à un territoire. Et ils ont une relation donc écosystémique avec ce territoire, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils doivent partager toutes les ressources de ce territoire avec tous les autres êtres vivants s'ils veulent pouvoir préserver leur mode de vie traditionnel et la vie des générations à venir. Alors forcément, il y a une dimension sacrée aussi dans la manière dont ils voient ce territoire. Ils voient ce territoire, ils voient la terre comme une matrice, et il s'impose des règles de vivre ensemble qui sont des règles qui se concrétisent concrètement par des modes de vie en harmonie avec le vivant. Et ces peuples ont réussi à initier dans le monde des décisions. La dernière en date, c'est en Colombie. C'est très intéressant parce qu'en Colombie, ce sont 21 jeunes qui ont saisi la Cour de justice colombienne, puis la Cour suprême, pour faire valoir leurs droits fondamentaux, en particulier leur droit à un environnement sain, en lien avec la déforestation de l'Amazonie colombienne et de ses conséquences sur le réchauffement climatique. La Cour est allée au-delà de leurs demandes. Elle a considéré qu'effectivement, nos modes de vie industriels deviennent une menace à la vie tout court. Et à partir de là, elle a décidé d'octroyer à l'Amazonie colombienne un statut juridique. Elle a décidé de regarder la forêt comme une personne, comme un sujet de droit. Dans notre droit occidental, c'est quelque chose d'extrêmement étonnant. Ne sont sujets de droit, finalement, quasiment que les humains et leurs émanations, les entreprises, ce qu'on appelle des personnalités morales. On donne la personnalité juridique à des entreprises, à des associations, mais ça nous paraît complètement surréaliste de la donner à ce qu'on appelle des objets, ou parfois des meubles, ou parfois des propriétés, mais qui sont en fait des êtres vivants et des écosystèmes vivants. Avant la Colombie, l'année dernière, il y a eu la Nouvelle-Zélande, qui a reconnu la personnalité juridique à un parc, à une rivière, à un volcan, et qui a nommé comme gardien, c'est-à-dire représentant des intérêts de ces espaces naturels, une communauté autochtone, les Maoris, qui considère dans sa culture qu'elle est descendante de ce territoire. Descendante dans le sens vraiment d'une mère à ses enfants. En Inde, ce sont des écosystèmes himalayens, le Gange, la Yamuna, 2 glaciers, toutes les jungles, toutes les prairies, dans l'état d'Uttarakhand, qui ont été reconnus des personnes et qui peuvent aujourd'hui défendre leur intérêt à exister pour elles-mêmes. C'est une décision qui a été cassée par la Cour suprême indienne parce que la Cour de justice a
fait une erreur stratégique, qui est qu'elle a nommé comme représentants des communautés locales, des citoyens, des scientifiques, mais aussi quelques institutionnels, quelques politiques. Et ces politiques ont pris peur. Ces politiques sont allés voir la Cour suprême et ont dit « Mais attendez, si quelqu'un se noie dans le Gange, puisque je suis le représentant du Gange, est-ce que je peux être moi-même nommé responsable ?» Ça n'a pas empêché un autre État de l'Inde de décider aussi de reconnaître une rivière comme une personne, et l'État indien, tout simplement, de travailler sur une loi spécifique par rapport au Gange qui reconnaîtrait la personnalité juridique du Gange. Je ne vais pas vous raconter tous les cas parce que ça se passe au Brésil, ça se passe au Mexique, ça se passe dans 34 municipalités américaines qui ont reconnu les droits de la nature dans leur législation. Ça se passe en Australie, ça se passe bien évidemment en Équateur et en Bolivie, puisque ce sont les 2 premiers pays à avoir reconnu dans leur constitution, dans des lois cadres, les droits de la nature. Alors vous me direz, et Corinne est bien placée puisqu'elle est assise à côté de moi, pourquoi ne pas simplement reconnaître ce qu'on appelle le préjudice écologique? C'est-à-dire pourquoi ne pas reconnaître le dommage subi par un écosystème en dehors de ses liens avec les humains, sans avoir besoin de nommer des victimes directes humaines? Pourquoi n'est-ce pas suffisant? Mon avis, c'est que ce n'est pas suffisant parce que le préjudice écologique, par définition, il ne peut être finalement proposé qu'après la catastrophe. L'intérêt de reconnaître des droits à la nature ou des droits à des éléments naturels, c'est une visée préventive. C'est comme cela d'ailleurs que les communautés, les villes américaines qui ont reconnu ces droits-là ont pu se défendre contre des projets industriels de type fracturation hydraulique, parce qu'elles ne pouvaient pas démontrer là, maintenant, les impacts que ça allait avoir sur leur santé, mais elles pouvaient démontrer les impacts que ça avait sur les écosystèmes. Parce qu'il y a 2 écueils dans notre droit. Un, c'est que les générations futures ne sont pas sujets de droit, et que donc les victimes, par exemple, de l'agent orange au Vietnam, qui naissent mal formés aujourd'hui, ne peuvent pas saisir la justice pour revendiquer leurs droits face à l'armée américaine. Et 2, parce que quand on veut stopper un projet industriel qui a un impact direct sur des écosystèmes sans pouvoir démontrer une violation du droit international ou des droits de l'homme, alors on ne peut pas aujourd'hui poser des mesures conservatoires sur ces projets. Je vais terminer simplement sur une autre proposition que je tente de faire émerger. Cette proposition, comme la précédente, vise finalement, à travers mes conférences, bien évidemment à mener un plaidoyer auprès des États pour qu'ils s'emparent de ces idées-là. C'est ce que nous avons fait depuis décembre, par exemple, pour la Constitution française, en demandant au président Emmanuel Macron de reconnaître qu'il était nécessaire de changer l'article 1 de la Constitution et d'y inscrire les limites planétaires. C'est une proposition que nous avons fait conjointement avec l'association Notre Affaire à tous et la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et puis, bien évidemment, d'y inscrire la protection du climat et de la biodiversité. Mais c'est aussi pour faire émerger cette prise de conscience que nous avons aujourd'hui besoin d'un cadre protecteur des écosystèmes terrestres, et s'il le faut, d'un cadre contraignant pour les atteintes les plus graves à l'écosystème Terre, c'est-à-dire les atteintes qui menacent l'habitabilité de la Terre, les atteintes qui nous font franchir ces fameuses limites planétaires. L'idée étant donc de proposer que la Cour pénale internationale puisse reconnaître aujourd'hui un nouveau crime international, aux côtés du crime de génocide, aux côtés du crime contre l'humanité, du crime de guerre et du crime d'agression, qui soit le crime d'écocide, parce que, je le répète, nous ne pouvons espérer aujourd'hui retrouver notre humanité commune, nous ne pouvons espérer, face à 1,4 milliard de réfugiés climatiques annoncés dans 30 ans, 2 milliards en 2100 suite à la montée des eaux, nous ne pouvons espérer aujourd'hui garantir la paix, et le droit international nous démontre qu'il n'est plus en capacité aujourd'hui de garantir la paix et la sécurité humaine. Voilà, je vous remercie.
remercie pour cette intervention. Je passe tout de suite la parole à mon voisin Nicolas Imbert. Vous dirigez une organisation internationale de défense de l'environnement fondée, je crois, par M. Gorbatchev. Vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, il me revient d'apporter mon propos à cette question sur l'approche globale autour de l'énergie et de la vie. Et comme vous l'avez dit, c'est le propos d'une ONG Green Cross qui a été créée en 1993 suite à ce que Mikhaïl Gorbatchev en 1992 ait la difficile mission d'animer la première conférence de Rio sur ce qu'on n'appelait pas encore la lutte contre le dérèglement climatique. Et il s'est aperçu au moment de cette animation de plusieurs choses. La première chose, c'est qu'au final, la raison pour laquelle nous étions là, et nous sommes toujours là dans des conférences et dans des débats, c'est finalement très égoïste, c'est notre capacité à vivre en paix aujourd'hui et demain dans de bonnes conditions, et à se dire qu'on doit être capable, par une meilleure gestion de la planète, de bien gérer sereinement notre maison commune pour y vivre aujourd'hui et demain. Et étymologiquement, c'est de là que vient effectivement le terme écologie, la gestion de la maison commune, et on est en plein dans cette approche humaniste. Ensuite, un autre point qui est une valeur fondamentale pour notre association et qu'au-delà de ça, j'ai envie de partager avec vous, c'est cette question de se dire, on a tous besoin de passer de la vulnérabilité à la résilience. Aujourd'hui, le constat qu'on formule et dans nos sociétés occidentales et dans les îles et auprès des peuples premiers ou des peuples de droit coutumier, c'est ce même constat que je détaillerai un petit peu plus tard. Il faut passer de la vulnérabilité à la résilience et pour ceci, nous avons les clés pour agir, nous savons ce qu'il convient de faire. On voit encore certains climato-sceptiques, mais plutôt dans les musées, et c'est moins de 0,7% de la population des scientifiques selon le dernier recensement. On les entend peut-être proportionnellement un petit peu plus, mais les gens qui sont porteurs de solutions, qui ont ces pistes et qui sont en train de bouger et de s'activer sur les territoires sont extrêmement nombreux, ils sont motivés, ils sont en train d'agir, et c'est une action qui est concrète. Et d'ailleurs, il y a 2-3 événements et 2-3 éléments qui peut-être nous éloignent de cette action. C'est-à-dire que plus on est en train de regarder dans le rétroviseur et de regarder ce qui s'est passé dans le passé, moins on est en train d'agir face à une urgence qui est plus que jamais nécessaire. Et personnellement, j'aime beaucoup le terme de rédemption en français, quand il s'agit de monter des redemption funds et donc d'avoir des fonds qui utilisent l'argent disponible aujourd'hui, qui sont des fonds d'investissement qui permettent de préparer le futur. Par contre, je préfère à la culture de la rédemption qu'on mette en place une culture de la co-construction et de l'action. Et là-dessus, on a un sentiment d'urgence sur la lutte contre le dérèglement climatique qui est partagé, mais pas dans la même forme, entre les décideurs et ceux qui sont en train d'agir sur le territoire. Il n'y a pas très très longtemps, j'étais à un forum des décideurs de la planète qui se réunissent assez souvent dans plein d'endroits. Là, c'était à Vienne et c'était le 15 mai et j'ai entendu 2 interventions. Une intervention d'Arnold Schwarzenegger, certains d'entre vous le connaissent comme acteur, d'autres le connaissent comme ancien gouverneur de la Californie, d'autres le connaissent parce qu'il est très investi dans l'action des gouvernements locaux pour lutter contre le dérèglement climatique, qui disait « Moi, en fait, je suis rentré très tardivement à l'écologie et je suis un converti, peut-être de la même nature, peut-être d'une nature différente de la conversion que vous citiez tout à l'heure, Monsieur Brancard. Et j'y suis rentré parce que dans le culturisme, soit on pouvait prendre des pilules, soit on pouvait s'alimenter sainement. Il a choisi la méthode de s'alimenter sainement. Et aujourd'hui, quand on regarde les urgences exprimées à hauteur de citoyens, la qualité de l'alimentation, le fait d'avoir dans nos villes un air qui soit respirable est une urgence du quotidien. Quand on regarde effectivement du point de vue des politiques, on parle réduction de l'empreinte carbone, on parle lutte contre le dérèglement climatique, et sur les territoires, les outils qui nous permettent d'apporter des solutions à notre santé environnementale, à la lutte pour une meilleure qualité de l'air et à la lutte contre le dérèglement climatique sont exactement les mêmes. Simplement, si on a une cible
qui a une cible qui est de lutter contre le dérèglement climatique en enjeu macro et par rapport au carbone, bon, on a le temps, on va faire des trucs en 5 ans, on va faire des trucs à 50 ans. Si on est en train de reconquérir une qualité de l'air acceptable dans nos villes, d'avoir des jardins sur les toits, même si c'est symbolique et c'est essentiel, pour aussi remettre de la biodiversité en ville, remettre de l'organique en ville pour avoir des capacités de résilience quand on ira une inondation ou une sécheresse catastrophique, là, ça se joue à l'échelle du mois, à l'échelle de la semaine et à l'échelle de l'année. Et les solutions sont là. L'économie de la beauté que tout à l'heure Isabelle Delannoy décrivait nous permet d'y aller sans stresser la population et sans promettre un catastrophisme pour demain, mais en se disant qu'on y va étape après étape. Et ça, c'est essentiel, parce qu'y aller étape après étape, ça veut dire que tout le monde va y aller et qu'on va aller ensemble sur un même chemin. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à une conférence et on me dit la lutte contre la pollution plastique, qu'est-ce que ça a à voir avec le dérèglement climatique et pourquoi vous nous citez ça là tout de suite maintenant? Pardon? On est en train de parler économie circulaire, on est en train de parler d'une économie de la ressource où dans la pollution plastique, il y a des emballages qui vont passer 4 secondes entre nos mains et rester 200 ans sur la Terre et que la somme totale de tout ce qui concerne la production, le transport, l'utilisation de l'emballage, c'est entre 17 et 25% de l'empreinte carbone mondiale. Sauf qu'effectivement, on a tellement théorisé le sujet en parlant du CO2 qu'il faut le remettre sur des réalités et en rapport avec des projets concrets. Maintenant, je fais une autre diversion très courte et je vais parler de la crise du glyphosate telle que je l'aperçois en des termes économiques, même si je suis ingénieur et non économiste. Vous avez vu la crise économique qui est en train de se passer en ce moment en Argentine. C'est la 3e qui se prenne en 20 ans et c'est catastrophique. L'Argentine a fait le choix des grandes cultures, elle a fait le choix de dire oui à un certain nombre d'industriels de la chimie des cultures. Vous savez, ces industriels pour la santé des plantes, c'est la même chose dont on parle. Elle a fait le choix des OGM et elle a fait le choix du glyphosate. Et elle a aussi fait le choix de la pollution de son eau, comme les Indiens Mapuche s'en rendent compte chaque jour et sont en train de souffrir autour de ceci. Sauf qu'à l'échelle internationale, il n'y a plus de macro-marché pour des substances et pour des céréales qui sont polluées au glyphosate, parce que précisément quand le glyphosate est contenu dans les céréales, il a une action sur nos organismes humains, c'est que les vitamines sont là, les nutriments sont là, mais l'action du glyphosate, qui est celle qui marche sur les insectes, marche de la même manière sur les humains et nous interdit notre alimentation et le fait que nous puissions assimiler ces nutriments et ces vitamines. Donc vous imaginez bien que si vous achetez un biscuit, si vous achetez également de la viande avec des céréales qui ont été traitées de cette manière-là et que vous ne pouvez pas en assimiler les vitamines, les protéines et les nutriments, vous deviendrez vraisemblablement plus gros à cause de ceci, mais par contre, votre santé va se détériorer. Quelle marque va aujourd'hui vouloir prendre la responsabilité de continuer comme ceci alors qu'on a mis en place le devoir de vigilance, qu'on sait qu'on a des études, qu'on a des travaux? Donc, en ce moment, on est en train de discuter, est-ce que oui ou non, on va maintenir le glyphosate pendant 3 ans de plus en France. Mais si on le maintient, la chose va être très claire, et il faut le dire à nos agriculteurs, c'est que les agriculteurs qui font le choix de la qualité vont continuer à trouver un marché. Par contre, les marques qui ont besoin de s'approvisionner, qui aujourd'hui s'approvisionnent sur des agriculteurs français et sur des céréaliers français, elles vont être obligées d'aller s'approvisionner à l'étranger. Ça tombe bien, il y a des quantités qui sont disponibles cette année au Danemark, en Espagne, en Ukraine et en Russie. Sur les 2 premiers, on pense que ce qui est sur l'emballage et ce qui est dans le produit, c'est à peu près la même chose. Sur les 2 derniers pays que j'ai cités, c'est peut-être autre chose. Donc, on va avoir une alimentation où on importe de plus en plus pour avoir le produit de qualité que les Français veulent et dont ils ont besoin. Et on va en venir à la question de l'énergie de manière très concrète. Des productions qu'on sera obligé de subventionner parce qu'on ne saura pas quoi en faire sur les marchés internationaux et qui, si ça se trouve, vont se retrouver dans nos carburants, le fameux SP95 E10. Et là, on reboucle par rapport à la qualité de l'air, on reboucle par rapport à nos enjeux de santé environnementale, mais surtout, on a perdu une formidable opportunité pour notre pays d'être à l'avant-garde de la compétitivité et de devenir un champion du monde de demain. Et dans son propos introductif, M. Brancard nous parlait effectivement du mythe du progrès et du scientisme.
Toutes mes excuses. Monsieur Guillardet nous parlait du mythe du progrès et du scientisme, et nous parlait aussi de cette question, effectivement, de la France du nucléaire et du Concorde. Mais il y a une France qui gagne autour des énergies renouvelables, autour de l'effectivité énergétique, autour des économies d'énergie, comme Madame Maestroni l'a montré ce matin. Et cette France-là, elle est très écoutée, par exemple, dans des États du sud des États-Unis. Il n'y a pas très longtemps, j'étais au Texas pour une conférence sur la résilience avec les gouverneurs de Californie, du Texas, de Floride et du Colorado. Sur ces 4 États, il y a eu sur les 12 derniers mois une catastrophe écologique majeure, soit des inondations, soit des sécheresses qui ont touché des dizaines de millions de personnes et qui ont affecté à peu près 3% du produit intérieur brut des États. Donc, quand M. Trump est en train de parler du dérèglement climatique comme d'une hypothèse, ces États du Sud, qui sont tous en train de voter les républicains, avec leurs entrepreneurs, avec leurs associations, avec leurs réseaux locaux, eux ont bien vu ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de considérer que c'est une urgence à l'échelle de 6 mois, de 1 an et de 2 ans, et de prendre les actions concrètes qui s'imposent. Et là, on a un rôle, collectivement, vous avez probablement un rôle essentiel à jouer autour de la structuration, de la coopération et du fait de passer de la compétition à la co-construction. Et c'est là où, collectivement, il faut qu'on arrive à faire ce changement de logiciel, ce changement d'état d'esprit, à se redire effectivement, les éoliennes, c'est une nouvelle manière et c'est une nouvelle intégration dans le paysage. Personnellement, moi je suis très rassuré si à moins de 4 km, j'ai un bouquet de solutions énergétiques déconcentrées, diversifiées, démocratiques, décarbonées, et que je les vois. Et peut-être que même comme nos voisins allemands ou comme nos voisins britanniques, j'en suis copropriétaire parce que quelque part, c'est une manière de construire mon indépendance énergétique, de faire en sorte que mes déchets alimentaires ultimes se transforment en biomasse, aillent dans le champ de voisins de la même manière qu'ils m'apporteront du gaz complément à l'électricité pour me chauffer, pour mes déplacements, etc. Et que là, on est sur des approches où on apprend en marchant. La modélisation, le plan, ont marché dans le passé, dans la construction du XXe siècle. Aujourd'hui, on arrive à être dans l'impulsion, dans la découverte, dans le fait de fertiliser les innovations et d'en faire un tout qui soit cohérent et construit. Et c'est toute cette difficulté aussi des approches résilientes, c'est d'arriver à avoir un cap, avoir une direction et savoir comment se comporter dans un monde et dans un réseau d'acteurs qui est polymorphe. Les outils, et je vais en terminer sur ce sujet, on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de faire en sorte qu'on puisse gagner de l'argent en faisant le bien. C'est en train d'arriver avec les crypto-monnaies, c'est en train d'arriver avec la blockchain. J'ajoute un seul bémol à ceci, c'est que tous ces outils ont été créés dans un contexte idéologique qui était hostile à l'État, hostile à la redistribution. Donc ça veut dire que si on pense que la fraternité, ça passe par des États forts, ça passe par des collectivités locales fortes et qui rendent des services aux citoyens, il faut remettre en place les mécanismes financiers redistributifs en regard de ceci. Ensuite, effectivement, dans les défis, il faut une volonté d'agir, mais la volonté d'agir aujourd'hui, de la même manière qu'on co-construit sur le terrain, les citoyens sont capables de s'emparer tout autant avec leur consommation, leur bulletin de vote et leur mode d'action que de revendiquer vis-à-vis des politiques. Donc, demander, exiger aux politiques, c'est plus que jamais nécessaire, mais déjà sur le paysage constitutionnel tel qu'il est aujourd'hui, avec les outils d'aujourd'hui, on peut avancer sans modification structurelle majeure. Le dernier point sur lequel je vais insister, et je sais que d'autres autour de cette table le feront plus et mieux que moi, c'est que si on n'a pas un socle qui nous dit pourquoi on est là et quel collectif on se construit autour de ceci, c'est très compliqué. Heureusement, avec un outil de droit de nouvelle génération comme la Déclaration des droits et devoirs de l'humanité, il existe un texte structuré et structurant qui permet de régir avec le même texte compréhensible de chaque citoyenne et de chaque citoyen sur la planète, des relations entre États, des relations entre entreprises et États, au niveau des collectivités locales et au niveau de l'hygiène de vie quotidienne des gens. C'est un mouvement qui ne vit que parce qu'on se l'approprie, qu'on le revendique, qu'on reconnaît le texte et qu'on le met en place et qui finalement nous renvoie
à quelque chose qui est l'interpellation de Rio en 92 que nous faisait Seven Suzuki, une petite enfant de 12 ans qui est venue devant les chefs d'État en nous disant « Nous sommes, vous êtes ce que collectivement nous sommes en train de faire ». Merci de votre intervention. Vous avez cité la question du glyphosate. C'est assez significatif de savoir s'il y a oui ou non une volonté politique. Monsieur Giraud, vous êtes l'un des responsables de l'Agence française de développement. Vous avez la parole. Je voudrais diviser mon propos en deux parties, en 2 points, et commencer peut-être, puisque je n'ai pas besoin de diapo pour ça, par rebondir un tout petit peu sur ce qui a déjà été dit. Pour dire au fond, la question a été posée par à la fois M. Guiardet et Valérie, pourquoi est-ce que nous tardons tant ? Il me semble que les racines sont très profondes. Du côté de la tradition franc-maçonne, je crois qu'un auteur comme Philippe Descola est très important pour nous. Donc Bruno Latour s'en inspire beaucoup, c'est la même, nébuleuse intellectuelle, hein, Philippe Descola, Bruno Latour. La grande thèse de Descola, vous la connaissez, c'est dans Par-delà nature et culture, c'est l'idée que la modernité, au moins une partie de la modernité occidentale, s'est construite avec le moment, cartésiano-galiléen, autour d'une séparation stricte entre, la sphère de l'humain d'un côté et la sphère de la nature de l'autre. Et une objectivation de la nature qui est extérieure à nous, qui laisse l'humanité dans une espèce de grande solitude métaphysique, face, seule, à la nature. Et le travail de Descola, qui est un travail d'anthropologue, a consisté à montrer qu'il y a toute une série de populations humaines pour lesquelles une ontologie fondamentale est complètement différente. On en a mentionné quelques-uns tout à l'heure, et qui se conçoivent comme partie prenante des écosystèmes, entre guillemets, naturels dans lesquels ils vivent. Et c'est plutôt la modernité occidentale qui est l'exception, avec son ontologie naturaliste, construite autour d'un grand partage entre l'humain et le reste, le non-humain, tandis qu'une bonne partie du reste de l'humanité ne vit pas du tout la relation à la nature de cette manière-là. Donc d'une certaine façon, je crois que le travail qu'il y a à faire vis-à-vis de la modernité, et la franc-maçonnerie est certainement au premier chef concerné par ce travail-là, c'est un travail de revisiter notre tradition, nos racines modernes, pour, à l'intérieur de cette tradition-là, en extraire ce qui permet de nous sauver de ce naturalisme-là. Donc il y a un vrai travail de réinterprétation de notre propre tradition à faire, pour essayer de comprendre en quoi nous ne sommes pas condamnés à ce naturalisme-là, tout en pouvant rester modernes, tels que nous souhaitons l'être aujourd'hui, et notamment attachés à l'aspiration démocratique. Du côté chrétien, et là je parle comme jésuite, c'est encore pire, puisqu'on nous accuse d'être responsables de tous ces maux à travers le chapitre 1, verset 23 du livre de la Genèse, « Dominez la terre, croissez, multipliez-vous ». Vous connaissez ça. Là aussi, les chrétiens ont un même travail, je crois, à faire de réinterprétation de leur propre tradition pour essayer de comprendre en quoi se dominer la terre, qui est inscrite dans le premier chapitre du premier livre de la Bible, au livre de la Genèse, ne veut pas dire détruisez la terre. Vous voyez, il y a un vrai travail de réinterprétation fondamentale, théologique, anthropologique, sur ce que veut dire dominer. Une des réponses pouvant être, je vais très très vite, et ce n'est pas le sujet aujourd'hui, ce qu'on entend au psaume 109, psaume de David, dans la grande tradition juive, qui est domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Vous voyez bien que ça ne veut pas dire extermine l'ennemi, ça veut dire aide l'ennemi à se convertir, puisqu'on parle de conversion depuis tout à l'heure. Alors est-ce que ça veut dire s'aider nous-mêmes à nous convertir dans notre relation avec la nature ? Peut-être que c'est ça le secret de la domination dont il est question dans la Genèse. Voilà, j'en arrive au slide que je voulais vous montrer. 2 parties. La première, c'est sur le mythe de la croissance verte. Je ne crois pas qu'on puisse avancer sur nos sujets si on ne se déprend pas de l'illusion que la croissance est compatible, la croissance du PIB est compatible avec le respect des frontières de la planète, des limites de la planète. Et je dis ça comme économiste, et comme économiste en chef de l'AFD. Ici, vous avez un graphe que vous connaissez sûrement par cœur, qui vous montre l'évolution des différents types de ressources énergétiques dans leur consommation au niveau mondial depuis la fin du 19e siècle. Vous voyez que les choses sérieuses commencent après 1945, que la croissance est exponentielle. Si vous plaquez dessus la croissance du PIB au niveau mondial, c'est exactement, quasiment bijectif. Et vous voyez également, et donc ceci renvoie à ce que vous a dit André-Jean Guérin ce matin, à savoir que l'un de mes travaux montre qu'il y a une dépendance très très forte de la croissance du PIB à la consommation d'énergie, contrairement à ce qu'ont racontent beaucoup d'économistes. Deuxième remarque, le noir en bas, c'est le charbon. Vous voyez que la consommation de charbon continue d'augmenter au niveau mondial, pas seulement à cause de nos amis allemands, mais évidemment aussi à cause de nos amis chinois. Troisième remarque, si vous faites la somme des 3 premières couleurs, le charbon, c'est le noir, le pétrole, c'est l'orange, le gaz, c'est le jaune, ça fait 80% du bouquet énergétique mondial.
Donc l'économie mondiale reste une économie très très fortement dépendante des hydrocarbures fossiles. Nous avons à peine commencé à nous en débarrasser depuis quelques années. En France, petit rappel, 2017, les émissions de CO2 en France ont augmenté en 2017 de plus 3,2%, nonobstant tous les beaux discours que nous tiennent la classe politique au pouvoir. Plus 3,2%, la moyenne de la zone euro c'est plus 1,8%, nos amis allemands c'est moins 0,2%. Donc c'est la preuve qu'il est quand même possible de faire mieux que d'être le plus mauvais élève de la classe dans la zone euro, nous qui avons été le pays hôte de la COP 21. Pourquoi c'est compliqué ? L'équation de Kaya, une bonne partie d'entre vous, Olivier Reich qui est dans la salle, la connaît par cœur, mais je la redis quand même. C'est une tautologie, donc c'est de l'arithmétique du niveau collège 5e. Ça commence par, regardez l'équation, le membre de gauche de l'équation, c'est CO2, les émissions de CO2, admettons. Et puis, vous oubliez là, ce qui est compliqué dans le membre de droite, vous commencez par CO2 égale CO2. Je pense que jusque-là, tout le monde est d'accord avec moi. Et puis, vous vous rappelez qu'on vous a appris ça en 5e, on a le droit de multiplier en haut et en bas, comme on dit, par la même quantité. Donc, je multiplie en haut et en bas le membre de droite par TEP, c'est-à-dire la quantité d'énergie consommée. Donc, j'ai CO2 égale CO2 divisé par TEP multiplié par TEP. Tout le monde est d'accord ? Jusque-là ? Puis, je réitère mon opération, j'ai aucune raison de m'arrêter en si bon chemin. Je fais la même chose en multipliant par le PIB, en haut et en bas. Donc j'ai CO2 égale CO2 divisé par TEP, multiplié par TEP, divisé par PIB, multiplié par PIB. Jusque-là, tout le monde est encore d'accord avec moi. Et puis, une dernière fois, je réitère l'opération en multipliant par la population mondiale. Ok ? Donc vous voyez que cette équation-là est une pure tautologie. Elle est toujours vraie. Et par conséquent, si vous voulez que CO2 tende vers 0, puisque nous savons aujourd'hui que si nous voulons rester pas trop loin des plus de degrés à la fin du siècle, il faut que la planète atteigne la neutralité carbone à la fin du siècle, à la moitié du siècle, 2050. Il faut donc que CO2 converge très très vite vers 0. Il faut que le terme de droite converge vers 0. Ok ? C'est de l'arithmétique de 5e, c'est imbattable. Qu'est-ce qu'on peut faire tendre vers 0 dans le terme de droite ? La population. On peut essayer. Je rappelle à ceux qui l'auraient oublié que c'est très compliqué d'infléchir la courbe démographique. Donc les salons parisiens mondains qui se disent « le jour où les femmes maliennes auront moins de 6 enfants, je laisserai mon 4x4 » sont dans une hypocrisie totale. Les gouvernements d'Afrique sahélienne avec lesquels je discute presque quotidiennement ont parfaitement compris l'enjeu démographique. Simplement, on ne sait pas du tout comment infléchir la courbe démographique, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer dans un certain imaginaire occidental. Pour rappel, la Chine a réussi à faire baisser le taux de fécondité des femmes chinoises jusqu'à 1,7 par femme. C'est pas essentiellement grâce à la politique antinataliste chinoise de l'enfant unique, puisque la Thaïlande a suivi exactement la même courbe démographique sans aucune politique de l'enfant unique. Et inversement, l'Inde, en 1952-53, a essayé de mettre en place une politique antinataliste extrêmement violente, avec 8 millions de personnes qui ont été stérilisées de manière artificielle, sans trop leur demander leur avis, et ça n'a absolument pas infléchi la courbe démographique indienne. Donc la démographie, c'est compliqué, et vous savez qu'elle va être multipliée par 1,5 d'ici 2050. Le PIB sur la population, c'est le revenu par tête. C'est ça le problème dans l'équation. Si on veut que ça continue d'augmenter, ça va augmenter avec la population, ça va rendre encore plus compliqué le fait que CO2 à gauche tende vers 0. Qu'est-ce qui reste ? La quantité d'énergie divisée par le PIB, ça c'est le contenu énergétique du PIB. On peut faire des progrès là-dessus, on en fait très peu, on peut en faire, mais ceux qui ont fait un tout petit peu de thermodynamique, savent qu'il y a 2 lois dans la thermodynamique qui disent qu'on ne va pas pouvoir aller très très loin là-dedans, sauf à artificialiser complètement le contenu du PIB. C'est-à-dire si le PIB ne dépend plus du tout de la nature, enfin de la matérialité de nos vies, alors effectivement on peut le faire augmenter comme on veut. Mais c'est d'ailleurs ce à quoi l'OCDE réfléchit, puisque vous savez qu'il y a 3 ans, l'OCDE a proposé par exemple qu'on inclue la prostitution dans le PIB pour le faire gonfler. Et je suis sûr que d'autres camarades économistes auront d'autres idées brillantes de cette nature pour augmenter le PIB. Il reste le CO2 par TEP, donc ça c'est la quantité de CO2 par unité d'énergie consommée. Et ça, c'est le sujet de la transition énergétique, c'est-à-dire passer d'un monde qui dépend pour 80% des hydrocarbures fossiles vers un monde d'énergie renouvelable. Vous voyez que le chemin est encore long. Une autre manière de voir la difficulté du problème, je vais très vite. Ici, vous avez en abscisse l'indice de développement humain, qui est un indice de la qualité de la vie, très très fruste évidemment, qu'on peut discuter, qui est composé à partir du revenu par tête, du niveau de scolarité et de l'espérance de vie à la naissance. En gros, tout le monde est d'accord pour dire que si l'IDH, l'indice de développement humain, est inférieur à 0,8, c'est l'IDH de la Russie aujourd'hui, c'est une société pas sympathique. En ordonnée, vous avez l'empreinte écologique. Et vous savez que pour qu'une société soit durable, il faut que son empreinte écologique soit inférieure à 1, sans quoi elle a besoin de plus d'une planète pour vivre.
Okay. Question, existe-t-il un pays aujourd'hui dont l'empreinte écologique soit inférieure à 1 et dont l'IDH soit supérieur à 0,8? Si ce pays existait, il serait dans le carré, le rectangle gris, je ne sais pas si vous le voyez bien, en bas à droite, ici. Donc vous avez repéré que ce rectangle est vide. Hein. Et donc la question pour nous tous, c'est d'arriver à converger dans ce rectangle. L'intérêt de ce graphe, c'est que vous voyez que la plupart des pays du Sud sont en bas à gauche. Donc ils ont un IDH faible, une empreinte écologique faible. La plupart des pays du Nord, France comprise, sont en haut à droite. Ils ont une empreinte écologique forte et un IDH fort. Et la question, c'est que tout le monde doit faire des efforts. C'est un enjeu pour tout le monde. Et ma position, à cause de l'équation de Kaya, c'est que ceci n'est possible que si les pays du Nord acceptent de renoncer à la croissance du PIB. Sinon, je ne vois pas du tout comment on résout cette équation qui est ici. Les limites de la planète, Valérie en a parlé admirablement, donc je n'y reviens pas. Un point sur lequel je voudrais insister, c'est la question des minerais en lien avec la consommation d'énergie. Ça, c'est tiré d'un travail que j'ai fait avec un géophysicien, Olivier Vidal. Vous regardez la cartouche bas gauche, vous avez les courbes d'extraction de cuivre, de zinc et d'aluminium sur la planète depuis 1900. Vous voyez que la courbe est exponentielle, exactement comme la courbe de consommation d'énergie. Et la question que nous posent les géophysiciens aujourd'hui, c'est est-ce que vous croyez vraiment que ces courbes vont pouvoir continuer d'exploser de manière exponentielle dans les décennies qui viennent? Sachant que tous ces minerais sont évidemment disponibles en quantité finie sur cette planète. Ils ne sont pas renouvelables. Donc l'un des minerais pour lesquels c'est le plus critique, c'est le cuivre. Les simulations qu'on a faites avec Olivier montrent que, quel que soit le scénario sur lequel on s'appuie, nous devrions atteindre le pic d'extraction du cuivre avant 2060. Or, le cuivre a des usages industriels massifs et en plus est encore plus nécessaire pour les infrastructures liées aux énergies renouvelables que pour les hydrocarbures fossiles. Nous avons besoin de plus de cuivre pour faire la transition énergétique que pour vivre dans un monde d'hydrocarbures fossiles. Donc les géophysiciens nous disent dès aujourd'hui, chers amis, faites attention à l'usage que vous faites du cuivre. Évidemment, le recyclage est un enjeu majeur dans cette question et je n'ai pas tellement entendu parler, au moins notre président, de recyclage du cuivre en France. Deuxième point, alors je vais très très vite, les solutions du côté de la transition énergétique, qui est un sous-sujet de la transition écologique, qui est évidemment beaucoup plus vaste. Vous les connaissez, quel que soit le scénario envisagé, quel que soit le pays envisagé, au moins au nord, c'est toujours les mêmes chapitres, rénovation thermique des bâtiments. En France, on peut le faire demain matin, il y a des solutions de financement. Ces solutions ont été présentées à l'actuel président de la République avant qu'il ne devienne président de la République. Il ne tient qu'à lui de les lancer demain matin. La mobilité verte, vous connaissez le sujet, voiture électrique, voiture à hydrogène, etc. Le train est une solution massive, majeure de la mobilité verte, mais évidemment, si on détruit la SNCF, on aura du mal à faire jouer au train le rôle qui lui revient. Transformation des modes de production d'énergie, là aussi, c'est essentiel. Je vais très très vite. Tout ceci crée des emplois, donne du sens à l'existence, coûte cher, c'est vrai. Le coût global au niveau planétaire a été estimé entre 50 000 milliards et 90 000 milliards. Ça veut dire que ça coûte cher, puisque c'est de l'ordre de grandeur du PIB mondial, 70 000 milliards de dollars. Hein. Mais ça veut dire qu'il faut s'y mettre. Ce n'est pas une raison pour ne pas le faire. Ce n'est pas parce que c'est cher qu'il ne faut pas le faire. Au contraire. Et je vais terminer par là. Un enjeu un peu plus large, je prends un peu plus de recul que les calculs comptables des économistes. Et je reviens un tout petit peu au point que j'amorçais au tout début sur la question des racines de notre résistance profonde à amorcer cette transition, cette fois-ci pas seulement énergétique mais aussi écologique. Je crois qu'elle a partie liée avec la question de la propriété privée, qui est un sujet qui nous occupe depuis 2000 ans, parce que c'est une invention du droit romain reprise par des théologiens mal inspirés au XIIe siècle. Il y a une issue à ceci. Pourquoi est-ce que c'est un lien avec la propriété privée? Parce que lorsqu'un citoyen américain, par exemple, est propriétaire de son jardin, il est aussi propriétaire du sous-sol. S'il se trouve que dans le sous-sol, il y a du pétrole et que vous absolument utilisez le droit de propriété privée, personne ne peut l'empêcher d'extraire le pétrole de son sous-sol. Et donc la question, c'est comment est-ce que vous mettez fin à ça? Ça veut dire qu'il faut mettre des limites à la propriété privée. Ce qui renvoie d'ailleurs à une certaine modernité, puisque dans la déclaration initiale de 1789, la propriété privée a un certain caractère apparemment absolu, sur lequel il faut évidemment revenir. Quelle est l'alternative? Ce n'est pas la propriété publique, c'est-à-dire l'absorption de la sphère sociale dans la propriété publique. Ça, c'est le totalitarisme, soit la soviétique, soit la nord-coréenne. Ce n'est pas le sujet non plus. Les communs, à mon avis, sont une véritable alternative. Ça veut dire autoriser des communautés à s'approprier, d'une manière qu'il faut définir juridiquement, des écosystèmes naturels. Et dans ces communautés, et là on revient au sujet de Valérie, il faut inclure des non-humains. C'est exactement la question du Gange, de la Nouvelle-Zélande, de la Colombie, etc.
Et on revient aussi à la question de Descola, c'est-à-dire comment est-ce qu'on on autorise des communautés humaines qui se vivent elles-mêmes dans une ontologie non naturaliste, donc comme partie prenante des écosystèmes dont elles sont héritières, de porter, d'être les défenseurs, les gardiens de l'écosystème naturel comme sujet de droit dans un monde où notre tradition ne nous invite pas du tout à le faire. Les communs eux-mêmes, vous le savez sûrement, sont revenus à l'ordre du jour de l'agenda des économistes à la faveur du prix Nobel accordé par Elinor Ostrom en 2009. C'est une manière de dire qu'il y a une communauté qui s'approprie une ressource et qui se donne des droits différenciés d'accès à la ressource pour aller très très vite. Je crois que, j'ai pas le temps de donner tous les détails ici, je crois que ça nous envoie vers une question majeure que j'aimerais poser à Valérie et à Corinne, qui est la question du pluralisme juridique. Et je vais m'arrêter là. Notre tradition occidentale, depuis 2 siècles maintenant, 3 peut-être, est construite sur l'idée d'un monologisme juridique dont l'État est la seule source légitime. Bon, l'origine de ceci, malheureusement, c'est l'Église et la révolution grégorienne en 1070, qui invente pour la première fois le droit canon et l'idée que l'Église serait la source unique de la normativité juridique. Et comme tous nos codes civils et tous nos droits civils sont calqués sur le droit canon, que ça nous fasse plaisir ou non, malheureusement, l'État moderne a copié sur l'Église cette idée terrible d'un monologisme juridique et donc d'une source normative unique du droit. Tout en vivant dans une schizophrénie totale, puisque, y compris dans l'Église, mais aussi en France, jusqu'à très récemment, il y avait une pluralité de sources du droit. Il y a quelques historiens, heureusement, qui montrent ça. La loi Le Chapelier n'a pas tout cassé et n'a pas complètement absolutisé le droit de propriété privée. Les communs, à mon avis, nous renvoient vers ce défi juridique, philosophique, anthropologique majeur, qui consiste à autoriser des communautés locales, constituées d'humains et de non-humains, à être une source complémentaire du droit, en plus de l'État. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille détruire l'État, et je rejoins tout à fait ce que disait M. Guillardet au tout début, il faut un État fort capable de faire la redistribution, mais ce qui veut dire que la fonction de l'État doit être de rendre possible, d'aménager les conditions de possibilité d'émergence des communs, et donc d'un pluralisme juridique. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie pour cette intervention. J'ai un brouhaha assez désagréable. Je ne sais pas ce qui se passe derrière, là. Ça ne gêne personne, ça ne gêne peut-être que moi. Mais il y a un petit brouhaha, si les gens peuvent se calmer ou un peu être plus silencieux derrière. Je ne sais pas ce qui se passe. Madame Lepage, Madame la Ministre, vous êtes l'experte juridique et l'experte politique de toutes ces questions. Alors j'avais envie simplement de vous poser une question. Est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste ? Je pense, Monsieur Guillardet, que nous n'avons pas le droit d'être pessimistes. Parce que la responsabilité qui est la nôtre, et c'est autour de ce thème que je vais un peu orienter mon propos, ne nous permet pas de l'être. Je voudrais dire tout d'abord que je trouve extrêmement important que les obédiences s'intéressent, comme vous le faites aujourd'hui, à ces sujets. Ça me paraît extrêmement important parce que ces sujets de l'énergie, puisque vous aviez centré autour de l'énergie, mais au-delà, ne sont pas des sujets de techniciens, ce ne sont pas des sujets d'ingénieurs, ce ne sont pas des sujets de spécialistes, ce sont nos sujets. Il y a une très belle association à laquelle participe Valérie qui s'appelle Notre Affaire à tous. Ce sujet-là, c'est notre affaire à tous. Et donc, des corps intermédiaires comme les vôtres, avec les traditions et les valeurs qui s'attachent à ces corps intermédiaires, mettent le sujet sur la table et considèrent que c'est leur affaire, c'est excessivement important. Parce que la bataille, elle ne pourra être gagnée que si nous nous y mettons tous. Si nous continuons à accepter que ces sujets soient confisqués, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, par un certain nombre de spécialistes qui peuvent être des gens extrêmement calés. Hein, la question de la compétence n'est pas le sujet. Nous allons continuer à perdre des années hyper précieuses. Je vous écoutais, Monsieur Guillardet, dans votre propos introductif en disant que vous étiez un converti. Je me disais, quelle chance. Et puis, quelque part, au fond de moi, je me disais, quel malheur que ça ne se soit pas passé il y a 25 ou 30 ans. Parce que, non, mais ça ne vous incrimine pas, vous, personnellement, mais de manière générale. Parce que des gens comme nous, comme Christian, Nicolas est beaucoup plus jeune, et M. Giraud aussi, qui, il y a 25-30 ans, abordaient ces sujets, on était des catastrophistes, on était des enquiquineurs, on était des gens qui étions contre le progrès, contre la croissance, contre tout, on n'était jamais content de rien, et c'était absolument insupportable. Alors, probablement, on n'a pas été bon.
Je veux dire que chacun doit faire son autocritique. On n'a pas été assez convaincant, on n'a pas su bien expliquer, tout ça c'est vrai. Mais il faut voir aussi que nous baignons dans un univers de déni dont nous sortons mal. Parce que vous disiez à propos des climato-sceptiques qu'ils étaient plus que 0,7% de scientifiques, je ne sais pas, c'est toi Nicolas, je crois qu'elle dit ça. C'est une bonne nouvelle, mais il n'y a pas que le climat sur Terre, il y a la question de la biodiversité. Il y a un sujet dont on n'a pratiquement pas parlé, Nicolas, un peu avec le glyphosate, qui est la question de la santé humaine. Vous parliez de la démographie, Nicolas me disait en aparté, mais je le dis tout haut, les perturbateurs endocriniens sont en train de se charger de la question. Oui, et donc on essaie de compenser avec la PMA, la GPA et je ne sais quoi, qui est un autre sujet. Mais pourquoi est-ce qu'on se pose toutes ces questions? Parce que 15% de nos jeunes couples n'arrivent plus à avoir d'enfants. Et que lorsque, dans ma génération, on mettait 2 mois à mettre un bébé en route, aujourd'hui on met 2 ans pour les couples chez lesquels ça marche. Donc il y a un problème, il y a un sujet. Et on voit bien que tout cela arrive à quelque chose de totalement mortifère. Pas pour la planète. On parle beaucoup de « on va défendre la planète ». Pardonnez-moi, la planète, elle s'en fout. Elle a vécu sans nous, elle vivra sans nous. Ce n'est pas le problème de la planète, c'est le problème des espèces vivantes dont nous sommes partis. Mais pas le problème de la planète. Et Valérie plaide avec cœur et passion pour l'écocide, ce que je défends également à ses côtés, mais je dirais qu'à côté de l'écocide, il y a une affaire d'humanicide. C'est-à-dire que derrière tout cela, c'est l'humain qui est en cause. On dit que certains ont peur que notre monde soit inhabitable. Je suis comme vous, Monsieur Quillardet, je suis une grand-mère de plus longtemps. C'est une question que je me pose sans arrêt en voyant mes petits-enfants qui sont adolescents maintenant, en me disant, mais bonté divine, qu'est-ce que je leur laisse? Voilà, et donc c'est pour ça que je répondrai à votre question en vous disant qu'on n'a pas le droit d'être pessimiste. On n'a qu'un droit, c'est celui d'assumer nos responsabilités. Nous sommes, mesdames et messieurs, une génération particulière dans l'histoire. Toutes les générations ont eu des problèmes. Celles qui nous ont précédés, en Europe occidentale au moins, et même ailleurs pour la Deuxième Guerre mondiale, ont assumé des choses épouvantables. Et il y a eu des guerres tout au long de l'histoire n'est faite que de cela. Mais aujourd'hui, c'est d'autre chose dont il s'agit. La menace qui pèse sur nous, c'est une menace de disparition de notre espèce. Et nous sommes probablement la dernière génération qui peut l'empêcher. Parce que plus on perd de temps, plus ce sera douloureux, plus ce sera cher, et plus on perdra des gens. C'est ça le sujet. Alors, la bonne nouvelle, parce qu'il faut des bonnes nouvelles, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des solutions pratiques. Nicolas en a parlé. Simplement, on a un petit peu de mal à voir qu'elles se mettent en route. Et on continue dans un déni sympathique, plutôt antipathique, à dire que oui, bien sûr, il faut sortir de tout cela, mais enfin, on continue à balancer plusieurs dizaines de milliards par an en France et plusieurs centaines de milliards dans le monde pour subventionner les industries fossiles. Donc, on dit un truc d'un côté, on fait exactement le contraire de l'autre. Quand même, revenir à quelques réalités. En France, nous parlons beaucoup de la transition énergétique. Je suis au regret de vous dire qu'on ne la fait pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai, nous sommes à 17 ou 18% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique. Quand j'étais ministre il y a 22 ans, on était déjà à 15%. 3% en 20 ans. Arrêtez. Les Allemands sont passés de 5 à 35 en 10 ans. Pourquoi on ne veut pas? Parce qu'on ne veut pas. Parce qu'on a une organisation autour d'une énergie qui est nucléaire et centralisée, alors que la transition énergétique exige une énergie décentralisée et qui sort donc du nucléaire, c'est tout. Et comme on ne veut pas sortir du nucléaire, on en sortira quand même parce qu'on ne va plus avoir l'argent pour. Donc la question va être un jour réglée. Quand on en aura tous marre de sortir de l'argent de nos poches pour payer cette filière qui devient une des filières les plus chères du monde en termes énergétiques, on passera à autre chose. Sauf qu'on aura encore perdu 25 ans. J'espère éviter des catastrophes, j'en suis pas tout à fait sûre, perdu beaucoup de temps, d'énergie et de capacité économique et industrielle, parce que pendant ce temps-là, nous ne sommes pas dans les filières
qui sont les filières qui sont en train de conquérir les marchés sur l'efficacité énergétique, sur le renouvelable. C'est un peu mieux sur le stockage de l'énergie. Sur l'hydrogène, on vient de lancer un plan hydrogène, 100 millions, il faut 7 milliards. Pour faire une filière industrielle française, il faut 7 milliards, on met 100 millions. Ça risque pas de marcher. Voilà, donc il y a des solutions, le tout c'est de le vouloir. Et pour y arriver, eh bien écoutez, il n'y a qu'une manière, hein, c'est vous et moi. Je veux dire par là, c'est la société civile. Et c'est pour ça, je reviens à mon propos, c'est tellement important que des gens comme vous s'empariez de ces sujets. Et puis, il y a le travail que nous faisons avec Christian, avec Nicolas et avec quelques autres, et avec Valérie, puisqu'elle est co-auteure, autour de la Déclaration universelle des droits de l'humanité, dont vous avez, M. Guillardet, bien voulu dire un mot et dont je vais, dans les 5 minutes qui me restent, vous parler. C'est un texte qui est né au moment de la préparation de la COP 21, à la suite d'une discussion que j'avais eue avec le président de la République, où je lui avais dit que les propos qu'il avait tenus au 1er janvier 2015, pour les vœux aux Français, contenaient quelques phrases autour de la responsabilité, et que ce sujet me paraissait absolument central. Et que nous ne disposions pas, à l'échelle universelle, puisque nous étions en train de parler de la COP 21, de la préparation de ce qu'allaient devenir les accords de Paris, nous ne disposions pas de texte sur ce sujet. Et donc, il m'a confié la mission de préparer quelque chose que nous avons fait à un certain nombre, ONG, professeur de droit international, professeur de droit de l'environnement, de droit sur les générations futures, représentant d'autres types de cultures aussi, et nous avons travaillé sur un texte très simple, qui a beaucoup de particularités, dont une qui contient autant de devoirs que de droits. Je pense que chez les francs-maçons que vous êtes, c'est quelque chose qui doit vous interpeller. Nous avons voulu que cette déclaration, qui comporte 12 articles, enfin en fait 16 articles, mais 12 droits et devoirs, comporte 6 droits et 6 devoirs. 6 droits et 6 devoirs qui sont donc ceux de l'humanité, définis de manière verticale et horizontale, verticale comme la chaîne des générations, étant entendu que nous considérions que les générations passées avaient des droits, même si elles n'étaient plus là, qui étaient celles de voir conserver ce qu'elles avaient apporté à l'humanité, et que les générations futures, bien évidemment, avaient des droits, c'est celui de parvenir à une équité et qu'on ne leur laisse pas rien du tout. Et puis une définition dans l'espace, et ça me paraît très important, qui est de considérer que l'humanité allait de l'individu aux plus grandes collectivités internationales, c'est-à-dire à l'Organisation des Nations Unies, aux États, et à la collectivité des États. Et donc, ce texte a été présenté à la COP 21, n'a pas été du tout discuté, d'abord parce que le Quai d'Orsay n'y tenait pas trop, et deuxièmement parce qu'il y avait suffisamment de sujets à discuter pour arriver aux accords de Paris. Mais nous avons décidé de procéder de manière un peu différente, et de partir par la base. C'est-à-dire que nous avons fait un travail de fourmi en nous adressant aux villes qui ont signé la déclaration et en leur demandant que les villes avec lesquelles elles étaient jumelées veuillent bien en faire autant, en nous adressant aux régions, en nous adressant aux organisations non gouvernementales, en nous adressant aux barreaux, aux avocats, qui aujourd'hui sont extrêmement nombreux à avoir signé la déclaration au niveau européen, au niveau africain. J'espère qu'à la fin de ce mois, nous aurons la signature du barreau de Californie, du barreau de Moscou et du barreau de Shanghai, en nous adressant à des entreprises et en obtenant la signature d'un premier État et l'intérêt d'un certain nombre d'autres. Alors, ce qui est vraiment original avec ce texte, dont pour terminer, je vous dirai quand même ce qu'il y a dedans, c'est qu'à ma connaissance, qui elle n'est pas universelle, donc je peux me tromper, il n'y a pas d'autre texte qui puisse être adopté par tout le monde. C'est-à-dire que c'est la même règle, sous forme d'une déclaration et non pas d'une convention internationale, qui est applicable à vous et moi, qui est applicable aux villes, aux régions, aux entreprises, aux États, parce que nous sommes tous l'humanité. Et que donc nous avons à la fois des droits à la vie, des droits au bien commun, vous en parliez tout à l'heure,
des droits à l'accès aux ressources, des droits à la préservation de leurs ressources, mais des devoirs, qui sont la contrepartie de ces droits, avec quelques autres. Celui d'essayer d'assurer la paix, et donc de s'intéresser à la question des réfugiés climatiques. Celui de gérer le progrès technique et technologique dans le sens du bien commun et du bien humain. Alors ça, c'est probablement un des articles qui, je dirais, interpelle le plus le monde économique. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Certains progrès technologiques pourraient fort bien ne pas être des progrès de l'humanité. Sachant que l'histoire nous montre que quand nous avons été capables, techniquement, nous, je dis nous, pas vous et moi, mais l'humanité, de faire quelque chose, nous l'avons toujours fait, y compris quand c'est une catastrophe. Alors ensuite on dit on s'est trompé, on n'aurait pas dû. Bah oui, c'est dommage, mais on l'a fait quand même. Et entre-temps, il y a eu un certain nombre de victimes pas vraiment collatérales. Voilà, donc c'est un texte très simple, 4 principes que tout le monde peut partager. La responsabilité, la dignité de l'humanité qui intègre le développement, l'équité intergénérationnelle et la recherche de la pérennité de l'espèce humaine. Et c'est sur ces 4 principes simples que se définissent ces 6 droits et 6 devoirs qui ne vont pas jusqu'à la reconnaissance de la personnalité morale de la nature, mais qui reconnaissent le droit aux espèces vivantes de vivre dans un environnement sain et qui reconnaissent le devoir des humains de protéger les espèces vivantes et les ressources naturelles. Donc on n'est pas tout à fait aussi loin que Valérie en parlait tout à l'heure, mais c'est une conception qui est admissible par tout le monde. Ce n'est, je le disais, qu'une déclaration, donc c'est ce qu'on appelle du droit mou. Ce n'est pas du droit dur. Sauf que on arrive dans un monde, et tu en parlais tout à l'heure, où finalement droit dur, droit mou ont des frontières beaucoup plus fluctuantes parce que du droit mou devient du droit dur. Et que des engagements pris, par exemple, par des entreprises peuvent leur être opposés devant des juridictions. Que des actes pris, je pense par exemple à l'avis juridique rendu par le tribunal Monsanto à La Haye en 2016, fin 2016, est aujourd'hui versé à l'appui d'un certain nombre de procès dans le monde. Voilà, donc je terminerai, Monsieur Quillardet, par là où j'ai commencé. Je suis optimiste, parce que si je n'étais pas, je ne porterais pas ce texte. Je suis optimiste parce que l'humanité contient le meilleur et le pire, qu'il nous revient à chacun d'essayer de tirer de nous-mêmes et des autres le meilleur, et que nous pouvons encore le faire, et que nous n'avons pas le droit de ne pas le faire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Vous avez bien raison, les déclarations ne sont pas de simples textes. La Déclaration des droits de l'homme fait désormais partie du bloc de constitutionnalité et c'est le Conseil constitutionnel qui est chargé de faire appliquer. Et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, on a la Cour européenne des droits de l'homme qui est chargée de le faire appliquer également. Donc, espérons en effet que votre déclaration reçoive une effectivité. Et nous allons tous désormais non seulement la signer, mais nous engager en effet pour ces nouveaux droits. Je pense qu'il est temps donc de passer la parole à nos amis dans la salle pour quelques minutes, s'il y a quelques questions. Une question ici. Là, il y a une question, j'ai vu, là. Voilà. Là. Là. À moi ? Oui, bonjour, Jacques Pelletan. Question qui s'adresse à M. Giraud. L'enjeu extrêmement clair de passer dans le rectangle en bas à droite,
Mais dans les moyens pour le faire, on voit la décomposition de l'équation, et vous parliez du levier qui est celui finalement de l'évolution du PIB dans les pays les plus développés. Alors il y a le premier élément qui est CO2 sur TEP, il y a des marges de manœuvre, c'est un peu l'enjeu de la journée d'aujourd'hui. Mais sur le deuxième, j'aimerais avoir un peu votre point de vue, puisque vous avez cité la possibilité d'étendre le PIB de manière très artificielle à travers la prostitution. Mais au-delà de ça, il y a peut-être aussi la valeur que l'on accorde aux choses. C'est-à-dire qu'un trader sur les matières premières, sur les produits pétroliers, va gagner 10 ou 20 fois ce que gagne une puéricultrice en crèche ou un directeur de recherche au CNRS. Et tant qu'on aura ce système de prix relatif, finalement, il y aura toujours un lien très fort entre la création de valeur dans l'économie, dans le PIB, et puis ce que l'on a comme dépenses énergétiques. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des leviers de ce point de vue-là, avec un changement de prix relatif qui permettent d'attribuer autrement de la valeur aux choses? Et comme ce n'est pas forcément la main invisible du marché qui s'en occupera, est-ce que les puissances publiques, et de quelle manière, peuvent avoir des leviers pour faire croître le PIB en accordant de la valeur à autre chose qu'à des énergies extrêmement carbonées? Merci. Alors, question courte, s'il vous plaît, et réponse courte également, puisque nous avons des impératifs horaires, je crois. Oui, bien sûr. Merci pour la question. Donc, réponse très courte. Le PIB est un très très mauvais indicateur de quoi que ce soit. Ça fait bien longtemps qu'on devrait avoir jeté le PIB à la poubelle. Donc, il y a un autre paradoxe qui est on continue de s'accrocher au PIB. Donc, comment est-ce qu'on fait gonfler artificiellement le PIB? Une des manières, c'est d'inclure la prostitution et des tas de services domestiques, entre guillemets, non marchands aujourd'hui qu'on va marchandiser. Une autre manière, c'est de faire des bulles spéculatives financières. Nous sommes assis aujourd'hui sur une gigantesque bulle financière alimentée par les banques centrales, qui tôt ou tard finira par exploser, quand même probablement dans les 2, 3, 4, 5 années qui viennent, probablement avant la fin du quinquennat de l'actuel président, qui devra affronter ça. Puisque la bulle spéculative, ça fait gonfler artificiellement le prix des actifs financiers, ce qui contribue à gonfler le PIB. Une troisième manière de gonfler le PIB artificiellement, c'est les bulles immobilières. Nous en avons une gigantesque à Paris, à Londres, à Bruxelles, etc. Ça aussi, ça fait gonfler le PIB artificiellement. Mais la vraie réponse, c'est de changer d'indicateur. Il y a depuis au moins, notamment la commission Sen-Stiglitz 2010, une myriade d'indicateurs alternatifs. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Vous avez le Genuine Progress Index, le GPI, qui est un des meilleurs indicateurs alternatifs, à mon avis, mais vous en avez beaucoup d'autres. Et la vérité, c'est, si vous regardez avec quoi s'est fait cette année le débat à l'Assemblée nationale pour le projet de loi de finances. Le débat s'est fait avec comme unique indicateur le PIB. Le jour où on arrive à remplacer ces indicateurs-là par un autre, plus intelligent, on aura déjà fait un progrès considérable dans l'orientation de nos politiques publiques, où la question, ce ne sera plus de gonfler le PIB à tout prix, mais d'avoir un véritable indicateur de la qualité de vie des citoyens qui sont dans ce pays. Moi, je voudrais vous répondre sur le deuxième élément de l'équation, très brièvement, par des compléments à ce qui vient d'être dit. À moyen terme, il y a une solution, c'est de faire un changement de fiscalité et de ne plus indexer notre fiscalité sur le travail, mais de l'indexer sur l'énergie et la matière. On a eu des frémissements autour de ce sujet sur le dernier débat sur les élections présidentielles. On peut recommencer sur les élections européennes et les pays qui sont rentrés dans cette dynamique, je pense en particulier à la Suède, mais il y a quelques pays d'Amérique du Sud qui rentrent dans le même sujet, ça permet d'aller très vite et ça donne de très bons résultats qui sont dans l'économie réelle et qui se manifestent sur le bien-être des gens, donc qui se manifestent aussi avec la nouvelle série d'indicateurs. À court terme, on a un mot magique qui nous permet de faire ça, même sans changement législatif, c'est l'économie circulaire. Et on voit à quel point les concepts de l'économie circulaire ont pris auprès des collectivités locales et des PME et ne sont plus aujourd'hui que des concepts, mais des offres de services qui existent dans l'économie sociale et solidaire, comme dans l'économie mainstream. Merci. Jean-José Vanek, j'ai le bonheur d'enseigner dans une école d'ingénieurs où on forme des ingénieurs sur les énergies, le développement durable. Et je revenais vers Madame Cabane et Madame Lepage, à savoir qu'un groupe d'étudiants, et j'y suis pour rien, par contre j'ai le bonheur de les encadrer, travaille sur un projet où effectivement ils reconnaissent la personnalité juridique des fleuves, mais en même temps ils s'intéressent à l'état de santé du fleuve. Et partant de là, en faisant une union fleuve, nouvelles technologies, j'espère qu'ils vont arriver à ce projet, c'est d'avoir des balises qui nous enverraient en permanence des paramètres sur l'état de santé du fleuve et de créer tout un mouvement autour de la jeunesse qui fait que chaque jeune peut connaître l'état de santé des fleuves à travers le monde.
J'aimerais avoir votre avis là-dessus parce que si vraiment vous me renvoyez quelque chose de très positif, ça va me permettre de leur donner une très grande dynamique et de les encourager à continuer. Merci. Bien sûr que je vais vous apporter un avis très positif. D'ailleurs, juste pour que vous le sachiez, la décision de la Cour de justice indienne à propos du Gange était en lien avec le fait que le Gange était un des fleuves les 10 plus pollués du monde, que 4 milliards avaient été soi-disant investis pour le dépolluer depuis plus de 30 ans par les institutions, et qu'en fait, l'argent n'allait pas là où il fallait. Et donc la décision de la Cour de lui reconnaître la personnalité juridique, c'était vraiment de défendre son droit intrinsèque à exister, à être sain. Et c'est un sujet qui commence à émerger effectivement en France. Je suis ravie de vous entendre, parce que moi-même j'ai été sollicitée pour lancer une campagne en France pour reconnaître la personnalité juridique de fleuves ou de rivières. Je lance au printemps probablement un pavé dans la mare avec la Bièvre. Vous connaissez la Bièvre ? Alors la Bièvre est une rivière enterrée vivante, qu'on a d'ailleurs détournée pour qu'elle se jette dans les égouts, qui a subi tous les stigmates de l'ère industrielle. Il faut savoir qu'à Séoul, par exemple, ça m'a rappelé ce que disait tout à l'heure Isabelle à propos de l'autoroute de Denver. À Séoul, une rivière avait été aussi enterrée vivante, et le maire a décidé de lui redonner la lumière, a détruit une autoroute et une route qui passait par-dessus. C'est devenu le centre névralgique de la ville. Tous les musées, tous les restaurants, toutes les galeries et tous les touristes et les habitants de Séoul viennent se reposer dans cette eau qui est devenue pure en plus. Voilà, et je crois que je pense que le droit des éléments naturels passera d'abord par le droit de l'eau, le droit de l'océan, le droit des rivières, le droit des fleuves. Et il y a aussi des projets de déclaration qui sont en œuvre en ce moment, qui sont portés aux États-Unis, en Australie. Alors, Nicolas parlera encore mieux que moi d'une déclaration sur les droits de l'océan, mais sachez qu'il y a aussi une déclaration universelle des droits des rivières qui est en train d'être élaborée. Très rapidement, je m'associerai à ce que vient de vous dire Valérie, et je pense que ça a un double intérêt. Le premier, c'est que c'est essentiel que les jeunes s'approprient ces sujets. Dans les classes où vous êtes avec des bâtiments à efficacité énergétique et à énergie renouvelable, les enfants, le matin, quand ils arrivent, viennent voir combien ils ont consommé la veille et essayent le lendemain de consommer moins que ce qu'ils avaient consommé la veille. Je pense que pour l'eau, c'est la même chose. La possibilité d'avoir des balises avec une mesure continue d'une eau qui peut se dégrader ou qui peut ne pas suffisamment s'améliorer, c'est une incitation permanente à essayer de faire quelque chose pour que ça aille mieux. Et je pense que les jeunes ont un dynamisme et une force de conviction qui devrait permettre des améliorations sensibles. Rien ne vaut de se plier à la réalité et de se responsabiliser. 2 questions, me dit-on, rapide. C'est sur le glyphosate. Alors que je ne comprends pas cette question, cette affaire. J'ai l'impression que le gouvernement de la France a donné comme ça un permis de tuer, entre guillemets, au glyphosate, alors que tout le monde dans ce débat, dans cette affaire, mesure et connaît les conséquences de ce produit. C'est comme si moi, père de famille que je suis, j'achète un produit nocif, j'allais dire un poison, et je laisse consommer ce poison à mes enfants pendant 3 ans. Et à la fin, je m'adresse à maître au pluriel et Madame la ministre, que ferait la justice française à mon égard ? Très simple, hein, elle vous mettrait en cause pour si vos enfants ne sont pas malades, mis en danger délibéré d'autrui, et pire, s'ils sont malades ou très malades. Moi, je partage votre point de vue, sauf que pour le glyphosate comme pour le reste, quand je dis le reste, c'est tous les produits toxiques qui ont précédé le glyphosate, parce que depuis 100 ans, depuis l'amiante, disons, on en a quand même vu quelques-uns.
vous avez toujours la même histoire qui se répète. C'est-à-dire que quand les choses deviennent évidentes, vous avez des lobbies qui sont, je suis désolée, je parle trash, qui sont capables de payer des gens, qui vont venir vous dire que non, c'est pas tout à fait sûr, que non, les preuves ne sont pas suffisantes, que non, c'est plurifactoriel, alors que peut-être que oui, il y a des maladies qui vont avec, mais on n'est pas sûr que ce soit lié à ces maladies-là, et que par conséquent, il faut continuer jusqu'à ce qu'on puisse effectivement s'en passer. Le glyphosate, il a été mis sur le marché en 1975. Moi, j'ai commencé à m'attaquer à ce produit dans les années 97-98, parce qu'il faut savoir que les OGM, c'est pour l'essentiel d'entre elles des éponges à pesticides, et notamment Roundup, le Roundup étant le nom commercial du glyphosate, auquel on a mis quelques cochonneries en plus pour être sûr que ce soit bien toxique. Donc ça fait 25 ans que ça dure, et visiblement il y a des gens qui ont envie, non pas que ça dure encore 25 ans, mais enfin un certain nombre d'années. C'est absolument intolérable, je suis d'accord avec vous, monsieur. Et puis il y a un travail considérable à faire avec les agriculteurs, de la pédagogie et de l'accompagnement. Mais on constate quand même dans les campagnes qu'il y a de plus en plus de jeunes agriculteurs qui s'installent, qui veulent faire de l'agriculture biologique, etc. Malheureusement, le principal syndicat agricole à la FNSEA, et actuellement le ministre de l'Agriculture, je ne suis pas sûr qu'il soit tout à fait de ce côté-là. C'est bien dommage. Est-ce que je peux juste intervenir, parce que je voudrais aussi rendre un hommage aux victimes du chlordécone. Là, on est vraiment, on est en train de voir par rapport à ce qui s'est passé entre 73 et 93 aux Antilles françaises. On est en train de voir le résultat de ce type de politique, et c'est là où on voit les écueils du droit. C'est là où on se rend compte qu'on est face à, je vous rappelle quand même les faits, 92 à 95% de la population martiniquaise et guadeloupéenne sont contaminés aujourd'hui au chlordécone, le taux de cancer de la prostate le plus haut au monde, et des sols et des eaux qui sont contaminés pour 400 à 500 ans. Le scandale a été soulevé il y a bien longtemps, et je pense que Corinne et Christian font partie des personnes qui l'ont soulevé, sauf qu'on commence maintenant à en parler parce que les victimes humaines commencent à être vues. Et ça, c'est effroyable, effroyable. C'est un véritable scandale. Si je peux juste rajouter une petite louche, le scandale est d'autant plus grand que ces produits étaient interdits en Europe, interdits en France métropolitaine, mais autorisés en Outre-mer. Juste quelques mots par rapport à ces scandales et à ces crises, parce que là on a parlé du glyphosate, on a parlé du chlordécone. Il faut aussi se dire qu'il y a des solutions économiques qui existent, et Green Cross bosse beaucoup avec des agriculteurs, et y compris avec des gens qui sont sur des méthodes qui sont relativement massifiées. Il n'y a pas très longtemps, j'étais avec un producteur de sucre qui m'a expliqué que c'était beaucoup moins cher pour lui d'utiliser une solution où il prend de la vapeur d'eau à température moyenne pour s'occuper de ses champs qui sont plutôt en agroforesterie que de continuer sur le glyphosate sur lequel il était jusqu'à il y a encore 2 ans. Et vu qu'il fait du sucre pour l'industrie cosmétique et pour les alcooliers, il a aussi beaucoup moins de problèmes avec des gens qui ont des allergies de peau ou des intolérances. Donc il y a vraiment un intérêt économique à avancer. Du côté des ONG, on sait aussi que l'un des enjeux, c'est qu'on ne va pas pouvoir continuer à se mobiliser en mode réactif sur des crises à la vitesse à laquelle elles avancent. Il faut arriver à retravailler la résilience, à avoir un cran d'avance et à montrer, y compris dans les écoles d'ingénieurs, y compris dans les écoles agro, sur la base d'exemples, à quel point la raison a changé de camp. Je donnerai juste en conclusion un point à votre réflexion. Quand on va aux États-Unis, quand on va en Asie, la consommation d'un véhicule et ses émissions de carbone sont des caractéristiques qui sont opposables aux fabricants. C'est d'ailleurs pour ça que le patron d'une grande société automobile internationale d'origine française est aujourd'hui interdit de visite dans un certain nombre de ces pays, sinon il serait immédiatement mis en prison. Quand on va en Europe, la consommation, comme les émissions de particules d'un véhicule, sont des caractéristiques indicatives. Vous pouvez faire un procès à un constructeur automobile parce que la couleur de votre véhicule n'est pas la bonne. Vous ne pouvez pas lui faire un procès quand il est tricheur et quand il est en tromperie, avec l'impact qu'on connaît sur la qualité de l'air
On a bientôt des élections européennes. Peut-être que là-dessus, on a eu un défaut de vigilance dans la sensibilisation et dans nos relations politiques européennes, et qu'il est temps d'en profiter pour que de manière sereine et décomplexée, on remette aussi le débat sur l'importance de mesures législatives qui protègent concrètement les populations et l'activité. Oui, je pense que le statut des communs et le statut juridique de certains éléments de la nature n'aura d'efficacité que si on y ajoute une démocratie citoyenne élargie. Et ça va poser des questions du rapport avec les municipalités. Parce que si les municipalités continuent à avoir le pouvoir et que les habitants n'aient pas la puissance de décision sur les espaces verts, on voit très bien comment ça se passe dans les différents endroits. C'est-à-dire que c'est une réserve foncière qui se grignote continuellement. Donc, je pense que défendre les communs, que ce soit pour l'eau ou les espaces verts, si on n'y ajoute pas une autre mode de relation avec la municipalité, aux municipalités, ça n'aboutira pas. Il faut qu'il y ait un changement à ce moment-là, parce que on doit faire comprendre aux gens que les élus sont des locataires provisoires. Leur bail n'est pas forcément renouvelable et que les habitants sont pérennes. Et c'est eux qui peuvent penser les grands-parents. Un élu ne pense pas les grands-parents, tandis que les habitants, ça pense les grands-parents. Et si on ne change pas ça, eh bien, ça sera encore des propositions que l'on fera, et dans 20 ans, on pourra... Et je trouve que le travail de Valérie Cabanet est formidable pour ça, parce qu'il donne aux gens de terrain la possibilité d'avancer sur cette question. Heureusement qu'il y a encore des élus qui travaillent beaucoup, et sur le plan de la démocratie, sur le plan de l'écologie. On en a vu un tout à l'heure, un maire. Donc voilà, il ne faut pas faire des généralités, il ne faut pas être contre les élus de manière générique. Il y a des élus qui font vraiment leur travail démocratiquement et écologiquement. Oui, je pense que vous faites mention en fait d'une partie de mon dernier ouvrage Homo Natura, où je parle effectivement d'une part des communs, et je vous remercie d'utiliser le terme comme Gaël l'a fait, c'est-à-dire pas des biens communs, parce que là encore une fois ça veut dire qu'on s'approprie le monde naturel, mais sur la notion de gouvernance écosystémique et voire même de sociocratie, c'est-à-dire une démocratie beaucoup plus horizontale et participative, mais qui ne peut effectivement fonctionner que dans des collectivités qui soient de taille restreinte. Voilà. Donc, c'était pas en référence au fait qu'on combat les élus, mais de dire qu'il y a peut-être d'autres moyens aujourd'hui de vivre la démocratie et la solidarité de manière plus active. Je voudrais juste rajouter un mot pour un tout petit peu nuancer et complexifier peut-être la situation. D'un point de vue économique, les énergies renouvelables sont beaucoup plus intenses en capital que les hydrocarbures fossiles. Donc le CAPEX, donc la part du capital initial dans le coût de production du kilowattheure pour les énergies renouvelables est de l'ordre de 50%, alors qu'il est compris entre 10 et 15% pour les hydrocarbures fossiles conventionnels. Et donc ceci, à mon avis, est un indice qu'on doit prendre très au sérieux, qui montre que malheureusement, il y a une autre option possible, envisageable, à celle de la démocratie, de la sociocratie et d'un monde organisé par des communs locaux, avec cette question de la participation dans la démocratie. Malheureusement, il y a une alternative possible, qui est celle qu'un certain nombre de nos dirigeants ont en tête, qui est un monde extrêmement centralisé, extrêmement capitalistique, avec une alliance entre un État très autoritaire, néolibéral, et le capital. État qui pourra dire, c'est ce qui se passe en Chine, c'est la solution du Cambodge, ça pourrait être la solution de la France. État qui va dire aux citoyens, par exemple aux Parisiens, mais si vous voulez que les éoliennes, les forêts d'éoliennes qu'il va falloir construire pour vous donner l'électricité existent, il va falloir mettre du capital sur la table, mes petits copains vont le faire, mais il y aura un prix à payer. Voilà. Ça, c'est une option malheureusement possible, face à laquelle il faut être très averti et contre laquelle il faut lutter. Il y a un vrai enjeu politique, me semble-t-il, là-dedans. Donc, dernière question. Oui, j'ai une question auquel je pense que nos intervenants peuvent répondre par oui ou par non, dans la mesure qu'ils ils sont positionnés en filigrane déjà. Est-ce que vous pensez que le lobbying, avec le poids qu'il fait aujourd'hui, son influence sur le législatif et sur tout ce qui est réglementation, est compatible avec les objectifs et avec les intérêts de l'espèce humaine ?
Alors ce sera, si vous voulez bien, votre mot de conclusion à chacun. Madame Cabane. Bien évidemment non. Je répondrai juste sur le fait qu'aujourd'hui, sachez-le, c'est intéressant, il y a un traité qui se négocie à l'ONU, un traité contraignant visant les multinationales pour qu'ils respectent les droits humains et le droit de l'environnement, puisque je vous le rappelle, les multinationales ont surtout émergé dans les années 70, sont parfois plus puissantes que des États, mais ne sont pas des sujets véritablement de droit international, en tout cas n'ont pas d'obligation vis-à-vis des citoyens, simplement vis-à-vis des États. La plupart du temps, c'est elles qui gagnent leur procès à la Cour de justice. Voilà, donc il est clair qu'il y a un cadre à trouver et que le fait qu'on n'ait pas voté sur le secret des affaires, par exemple, est un vrai problème. Madame Lepage. Bien sûr, mais quand on a dit ça, on n'a rien dit du tout, puisqu'on les a dans les pattes. Donc le sujet, c'est comment on fait. Et moi, ça fait des années que je réfléchis avec d'autres, avec Transparency International, notamment, qui travaille beaucoup sur ces sujets-là, sur comment on encadre tout ça et comment on organise le contre-lobbying. Parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire comment ceux qui défendent les intérêts généraux, les intérêts des ressources, les communs, les droits de l'homme, disposent de moyens équivalents pour se faire entendre. Et question subsidiaire, comment on fait pour être sûr que les élus, où qu'ils soient, restent totalement imperméables, dans tous les sens du terme, imperméables au lobbying. Voilà. Mais il y a des solutions pour tout ça. Le seul problème, c'est de les mettre en place. M. Giraud. Juste 2 points très rapidement. Je nuancerai un tout petit peu au sens où le monde de l'entreprise privée n'est pas homogène. Je crois qu'il y a d'un côté le secteur industriel qui a quand même un lien avec le monde réel, parce qu'à la fin, il doit produire quelque chose, et le monde financier. Je crois que la situation est beaucoup plus grave du côté du monde financier, où au fond, il n'y a aucune corde de rappel. Nos amis banquiers, il y en a peut-être dans la salle, peuvent faire gagner des milliards avec une activité qui n'a aucun rapport avec la matérialité de nos existences. Et donc ceux-là sont très très loin dans leur imaginaire de la réalité dont nous parlons depuis très longtemps, depuis un moment ici. Donc ce sont eux, je crois, qui posent véritablement problème. Ils se sont eux-mêmes invités dans tous les conseils d'administration de tous les grands groupes multinationaux. Vous trouvez des représentants de nos 4 grandes banques nationales. Et c'est eux en partie qui tiennent via la dette nos multinationaux, nos entreprises multinationales, même lorsque celles-ci, et il en existe, ont quand même des velléités de changer de modèle. Donc la dette du secteur privé industriel, qui est bien supérieure à la dette du secteur public, en zone euro, la dette du secteur privé, c'est 130% du PIB. La dette publique, c'est 100% du PIB. Cette dette-là permet au secteur bancaire, qui n'a aucune intention, pour la plupart, de mettre en œuvre, de faciliter la transition écologique, de tenir l'ensemble du secteur industriel entre ses mains. Là, il y a un véritable enjeu. Je crois qu'il y a une alliance à réaliser de nous tous, là, qui sommes des personnes de bonne volonté, avec la partie éclairée du secteur industriel, et elle existe, je la rencontre, et il y aura un moment où il faudra effectivement utiliser la loi, y compris les sanctions contre le secteur bancaire, qui est le véritable problème, à mon avis. Monsieur. Je voulais déjà vous rassurer sur un point, c'est qu'on est tous des lobbies. Et que justement, dans l'individu tel qu'il est constitué, on est particulièrement paranoïaque. Il y a un citoyen, il y a un contribuable et il y a un consommateur. Et que, en arrivant à se structurer, en arrivant à prendre des outils, on peut aussi avoir nos propres modes d'action et nos propres modes de fonctionnement. Et le sujet commun qui nous réunit, il y a quelques années, c'était le développement durable. Maintenant, je préfère dire que c'est la question de la résilience. Parce que des inondations extrêmes, des sécheresses extrêmes, des problèmes de crise sur l'alimentation, des enjeux de reconquête sur la qualité de l'air de nos villes, c'est bien ça qui est en train de rythmer notre quotidien et qui nous incite à changer de braquet. Et il y a un certain nombre de gens qui se disent « Ok, on est en train de payer notre abonnement de téléphone portable 30 ou 50 euros par mois, mais l'exercice de la liberté, le fait d'investir dans des énergies renouvelables de proximité, de reconquérir le lien direct avec l'alimentation, de s'inviter dans les budgets participatifs de nos communes, qu'on vote ou qu'on vote pas d'ailleurs, ce qui nous montre bien qu'on est un petit peu schizophrène de temps en temps, ben ça c'est des actions très concrètes qu'on peut avoir du quotidien,
Jamais les bouquins qui parlent de ce sujet, jamais les émissions qui sont en train d'aborder cette thématique en termes simples et grand public n'ont autant marché. Vous avez compris qu'on a la chance, avec des outils comme la Déclaration des droits et devoirs de l'humanité, d'avoir maintenant des référentiels communs qui unissent tous les gens de bonne volonté, quel que soit ce qu'ils pensent au fond d'eux-mêmes. Et on est aussi passé d'une logique où on cherchait à avoir globalement raison par la pensée, et comme diraient mes amis du Pacifique Sud, avoir raison par la pensée, ça veut dire une raison majoritaire, et ça veut dire qu'on n'a pas écouté la voix minoritaire dans sa divergence, à être une logique de la co-construction, où on n'est pas sûr de penser tous ensemble, mais où on a envie d'agir de manière commune, en responsabilité par rapport au commun, par la préservation et par la sérénité de la vie de l'espèce. Merci. Un mot de conclusion sur cette table ronde. Je pense à la phrase de Camus, célèbre, lors de la remise de son prix Nobel de littérature, où il disait, après les crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale, les atrocités, il disait « Nos générations ont pour tâche de reconstruire le monde, les générations suivantes auront pour devoir d'éviter qu'il se défasse ». Je me suis présenté tout à l'heure comme un converti, je ne sais pas si je suis devenu un croyant, car cette notion au sein du Grand Orient de France pourrait être mal comprise, mais je pense que je suis devenu un combattant. Merci. Voilà une bien belle table ronde pour conclure cette journée. Nous avons bien compris, Madame le ministre, que nous avions le devoir d'être responsables et optimistes, malgré la situation qui n'est pas toujours bien facile, et vous avez décrit un certain nombre de points qui sont quand même problématiques. Mais bon, nous allons regagner nos foyers pleins d'espoir, et disons que pour mettre en œuvre la sagesse, la tempérance et la justice, que la force soit avec nous. Et je donne la parole à Philippe Goethals, grand secrétaire aux Affaires intérieures du Grand Orient de France, pour conclure cette journée. Merci. J'espère que je ne vais pas prendre un Prozac ce soir après cette belle journée. Mais Madame la Ministre, mon cher Jean-Michel, chers amis, mes sœurs, mes frères, le grand maître du Grand Orient de France, Philippe Foussier, m'a chargé, en tant que GSAI de notre obédience, de le représenter tout au long de ce colloque passionnant que nous venons de vivre aujourd'hui sur le thème de la transition énergétique. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette journée, nos frères et sœurs de la Commission nationale de réflexion sur le développement durable du Grand Orient de France et leur président, Philippe Brancard. Réunir ici, dans cet amphithéâtre du CNAM, autant d'intervenants prestigieux et pertinents, c'est déjà un bel exploit. J'ai une pensée pour notre frère Robert Couty, qui est avec Philippe Foussier, notre grand maître, sur un autre terrain, en province. Mais il nous envoie, bien entendu, ses fraternelles amitiés. Grâce à vous, nous avons pu mesurer l'urgence des problèmes et envisager des alternatives qui nous évitent de sombrer dans un discours d'apocalypse, parfois anxiogène, certes, mais pas apocalyptique. D'aucuns pourront se demander pour quelles raisons le Grand Orient de France s'intéresse à la transition énergétique. Eh bien, le rôle des francs-maçons de s'impliquer sur un sujet aussi sociétal et aussi politique. Alors soyons clairs, les francs-maçons de toutes les obédiences adogmatiques, et ceux du Grand Orient de France en particulier, se préoccupent depuis toujours du mieux-être de leurs concitoyens et entendent participer à la réflexion collective permettant de dégager des axes de travail, des actions, des procédures allant dans ce sens. L'article 1er de la Constitution du Grand Orient de France précise que nous travaillons à l'amélioration morale et matérielle de l'humanité, intellectuelle et aussi sociale. C'est pour cette raison que notre obédience a créé en son sein 5 commissions d'études pour explorer les champs du possible dans notre société et être autant de laboratoires d'idées au service des décideurs et de tous ses citoyens. Ces 5 commissions sont laïcité, santé publique, bioéthique, réflexion sur le développement durable,
le numérique et l'étude pour un revenu universel. C'est-à-dire combien le Grand Orient de France est impliqué dans la réflexion sociétale. Et pour ce qui est des problèmes environnementaux, je voudrais rappeler qu'en 2015, à la veille de la COP21 qui s'est tenue à Paris, le Grand Orient de France a signé avec 6 autres obédiences un appel des consciences laïques et humanistes, dans lequel nous demandions notamment de repenser le rapport de l'homme et de la nature, de lutter contre les inégalités et la pauvreté dans le monde, de prévenir et remédier aux conséquences négatives des changements climatiques, de faire progresser la justice climatique, d'investir immédiatement et résolument dans les énergies durables. Le colloque aujourd'hui s'inscrit naturellement dans la poursuite de notre réflexion. Vous avez les uns et les autres posé des questions de fond qu'on ne peut plus ignorer. Le choix des énergies d'abord, avec l'urgence d'abandonner les énergies fossiles et de mettre en œuvre des solutions plus vertueuses. Le rôle premier du consommateur, qui ne peut plus se comporter comme un prédateur inconscient, mais comme un consomme-acteur, soucieux de l'héritage qu'il laisse aux générations futures. À travers tous vos propos, nous avons bien senti le besoin de changer au plus vite nos modes de production, consommation. Vous avez raison, il y a urgence. Pendant des siècles, l'être humain a perçu la nature comme une menace à dominer ou une réserve inépuisable et abondante de ressources. Mais aujourd'hui, c'est la nature qui étouffe. L'humanité est prise de court. Elle attendait le bonheur dans le progrès continu des techniques et dans la croissance économique prétendument infinie, mais elle découvre chaque jour davantage que son bonheur futur tient au fil fragile de la préservation de notre planète. Oui, depuis des décennies, nous produisons avec frénésie sans tenir compte des dégâts de notre activité sur notre environnement, avec pour seul horizon la croissance du produit intérieur brut. L'humanité vit à crédit. Chaque année, notre dette écologique s'accroît. Si le monde vivait comme nous vivons en France, nous aurions déjà consommé depuis le 5 mai dernier l'ensemble des ressources de la Terre qui peut se renouveler en un an. Continuer ainsi est pure folie. Voilà des années pourtant que les scientifiques nous préviennent. Si l'humanité continue de dormir, elle n'aura bientôt plus le droit de rêver. Déjà en 1987, le rapport Brundtland, intitulé « Notre avenir à tous », faisait prendre conscience au monde de son destin commun et du besoin pressant d'agir. Il nous exhortait à prendre la voie d'un développement durable, c'est-à-dire un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Alors c'est précisément pour cette raison que les propos entendus aujourd'hui peuvent nous servir de base commune pour nos réflexions personnelles et pour nos engagements citoyens. Vous êtes des spécialistes. Vous auriez pu vous cantonner dans une approche technique, technicite ou scientifique de la transition énergétique, mais vous êtes allé au-delà. Vous n'avez pas publié le 3e terme du titre de ce colloque. Vous n'avez pas oublié ce 3e titre, bien entendu, de la transition énergétique et humaniste. Au Grand Orient de France, nous travaillons constamment sur 2 piliers, l'homme et la société, mais l'homme avec un grand H. J'inclus les femmes, bien sûr. C'est bien la finalité de tous nos engagements. La planète n'a pas besoin de nous. Elle s'en sortira toujours avec ou sans nous. Mais le bipède fragile que nous sommes, ce petit être vulnérable et parfois inconscient, pourrait effectivement disparaître si la cupidité, la démesure, l'ambition personnelle et la course au profit prenaient le pas sur la raison, le partage et la sobriété. La terre, l'eau, l'air sont les premiers éléments de notre patrimoine dans cette nouvelle ère qu'on appelle l'Anthropocène. Les actions humaines perturbent de façon durable et irréversible les grands équilibres naturels. C'est à partir de réflexions comme celle-ci, comme celle d'aujourd'hui, que l'humanité peut reconstruire les liens entre les peuples autour de la promotion et de la défense des biens communs. C'est qu'un combat de chaque jour. Le chemin sera long, mais comme le disent les francs-maçons à la clôture de leurs travaux, nous n'aspirons pas au repos. J'aimerais finir très rapidement sur quelques souvenirs. Il y a 2 ans, lorsque je me suis occupé comme référent au Conseil de l'Ordre de cette CNRDD, cette Commission nationale de réflexion, c'est réflexion, toujours un peu de mal, de développement durable, eh bien, un vœu de notre association, du convent de notre Assemblée générale, voulait que l'on fasse le bilan carbone de notre siège social rue Cadet. Ceci fut fait, avec Antoine Anderson, ici là-haut.
Eh bien, nous avons dépensé à peu près 12 000 euros et nous avons trouvé un bilan carbone catastrophique. C'est tout à fait logique puisque c'est des anciens bâtiments, des nouveaux bâtiments, différentes structures. Et nous avons, comme j'ai entendu ce matin, une passoire énergétique. Eh bien, mon rêve, je crois qu'on a encore un peu le temps, si c'est possible, jusqu'à fin juin, ça serait que de nouveau, dans notre convent, notre assemblée générale, fin août à Rouen, nous puissions émettre des vœux pour continuer ce bilan carbone, pour améliorer notre siège social, puisque là aussi, investir dans la transition énergétique et éviter le gruyère, c'est aussi gagner de l'argent. Donc mettons, nous, francs-maçons, la main au porte-monnaie pour notre siège social et améliorons le siège. Je ne dirais pas, ou bien il faut le vendre et aller ailleurs et construire. Non, c'est historique. Mais à ce moment-là, balayons aussi devant notre porte et faisons du développement durable et faisons de la transition énergétique sur notre siège, parce que pour l'instant, le carbone, il s'envole, il s'envole. Il y a 2 ans, 12 000 euros, ensuite plus rien. Mon cher président Brancard, Philippe, je te laisse le soin d'arranger tout ça, si ce n'est pas cette année, au moins l'année prochaine. Et je m'aperçois qu'effectivement, c'est difficile de penser transition énergétique. Vous l'avez dit, Madame la Ministre, en 20 ans, on n'a pas fait grand-chose. Mais il suffit d'un RGPD. Vous savez tout ce que c'est que le RGPD ? Règlement général pour la protection des données personnelles. Là, ça touche tout le monde à l'instant T. On s'est projeté dessus, on a sorti la loi européenne, tout fait. Et en combien de temps ? Sur la transition énergétique, ça va toucher nos enfants et nos petits-enfants peut-être. Mais en tout cas, on sera peut-être plus de ce monde, même avec le transhumanisme. Alors, essayons effectivement d'être combattants, d'être résistants, et d'aller porter en dehors du temple l'œuvre maçonnique, mais surtout l'œuvre de la terre, celle que l'on aime. Merci de votre attention, j'ai dit.